Sixième séance sur le bonheur et dernière séance. Petit rappel peut-être de ce que nous avons vu pour pouvoir nous raccrocher à quelques réflexions. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'était que finalement, il y a deux approches sur le bonheur. Il y a tous les philosophes qui se méfient de cette question, qui semblent montrer que finalement le bonheur est illusoire. Et on a vu Schopenhauer qui était le summum évidemment du pessimisme et de la critique du bonheur. Et puis de l'autre côté, toute une série de philosophes, surtout anciens, qui eux croient que le bonheur est tout à fait possible. Et entre les deux, il y a une dynamique évidemment. C'est parfois intéressant de savoir toutes les critiques qu'il y a autour du bonheur pour mieux comprendre alors du coup la véritable portée de ceux qui disent malgré toutes ces critiques, il y a quand même moyen finalement d'être heureux. Alors ce que nous avons vu concernant ce deuxième mouvement, donc le mouvement des auteurs qui, eux, pensent que le bonheur est possible, ce que nous avons vu, c'est déjà deux premiers mouvements, et on va le compléter donc avec un troisième mouvement aujourd'hui. Le premier mouvement, ce sont les épicuriens qui, eux, misent sur le plaisir, finalement, mais un plaisir discipliné, si on veut, un plaisir raisonné, c'est-à-dire avoir le maximum de plaisir possible, du moment que, c'est là qu'est la discipline, du moment que ces plaisirs restent des plaisirs. Donc des plaisirs qui ne doivent pas devenir évidemment des souffrances, comme on pourrait, pour prendre des caricatures malheureuses, comme on pourrait le voir chez l'alcoolique ou bien chez le toxicomane, chez qui ça devient un enfer évidemment, alors qu'au départ c'était peut-être vécu comme quelque chose de récréatif, comme on dit. Deuxième mouvement que l'on a vu, c'est le mouvement de l'harmonie. Donc c'est pas tellement le plaisir qui est en jeu ici, c'est plus l'harmonie, harmonie intérieure avec l'harmonie du monde, ou plutôt l'harmonie intérieure avec le désordre du monde. Et il y a deux auteurs que l'on avait retenus principalement. C'est d'abord Platon, qui parle effectivement de l'harmonie intérieure entre la raison, le cœur et le viscéral, qui doit être en harmonie avec le politique, donc la cité dans laquelle nous vivons. Et c'est vrai que quand les deux s'épousent bien, en quelque façon, c'est clair qu'on vit dans une espèce de paix idéale. Ça va de soi, donc il suffit de prendre un contre-exemple que tout le monde peut vérifier. On peut être bien avec soi-même si on vit dans un monde qui est déchiré. On est peut-être heureux parce qu'on a la chance d'être en harmonie avec soi-même, mais en attendant, oui, mais enfin quand on sort, ça ne va déjà plus, quoi. Et donc c'est vrai que ce sont déjà des bonheurs, évidemment, qui sont altérés d'une façon ou d'une autre. Et puis on avait vu les stoïciens, eux c'est un peu différent, c'est cette idée d'harmonie aussi, mais avec une réflexion plus profonde, je trouve, parce qu'ils réfléchissent sur le désordre du monde sur lequel nous n'avons pas prise. C'est bien beau de rêver comment on va construire un monde humanisé, comme le voulait Platon, mais en attendant, il y a bien des choses qui nous échappent. Et donc la question ici, c'est moins de savoir comment transformer le monde pour qu'il soit à notre mesure, mais c'est plus de savoir comment nous-mêmes nous pouvons nous transformer pour essayer d'épouser les mouvements du monde. Et donc là, c'est tout un travail qu'on pourrait qualifier travail de deuil, finalement, c'est-à-dire faire le deuil de toutes les attentes que nous avons, qui ne sont que des attentes illusoires, pour finalement se réconcilier effectivement bien avec l'ordre du monde tel qu'il est. Et lorsqu'on épouse ce mouvement du monde, quand on arrive à ne plus le juger sur la base de nos illusions, de nos attentes, etc., eh bien c'est vrai qu'on se surprend à l'accepter. Et l'acceptant, le terme exact c'est l'acquiescement, donc l'acceptant, eh bien on n'en souffre plus. Et c'est vrai que du coup il y a une sérénité qui apparaît et petit à petit un bonheur qui devient possible, même dans un monde qui pourtant au départ pouvait nous choquer. Ça, ce sont les deux premières théories que nous avons vues, donc l'une sur le plaisir, l'autre plus sur l'harmonie, et puis troisième courant maintenant, celui que nous devons voir aujourd'hui, c'est un courant qui a été initié par Aristote principalement, et qui lui met l'accent sur ceci. On peut le résumer en très peu de choses finalement, c'est dans l'éthique à Nicomaque que l'on retrouve cela. Il dit le bonheur tient à quoi? Tout simplement au bel ouvrage, ou si l'on veut, à l'action parfaite. Donc c'est-à-dire que c'est un travail, c'est en faisant quelque chose, et non pas, donc ça veut dire que le bonheur n'est pas un état. Le bonheur est une action, et c'est dans les actions que nous menons, lorsqu'elles sont bien faites, et donc là ça demande notre concours par conséquent, qu'il arrive que nous puissions toucher des moments de perfection, qui sont donc des moments de bonheur. Et donc c'est cela qu'on va essayer de comprendre. Dans l'éthique à Nicomaque, Aristote donc part d'une question simple finalement, ou en tout cas d'un constat plutôt, qui va devenir une question, c'est chaque être humain tend naturellement vers le bien, cherche son bien. Alors évidemment, quand on dit cela, donc c'est tellement vague que ça ne veut rien dire, mais c'est déjà intéressant de repérer ce genre d'idées qui semblent aller de soi, d'idées qui ne semblent ne rien dire du tout. Tout être humain cherche le bien, mais n'empêche qu'il y a dans ce genre d'affirmation quelque chose qui est assez intéressant. C'est qu'en disant donc ce type de banalité, finalement, on laisse entendre
un point auquel on ne réfléchit pas souvent, c'est qu'il est impossible pour un être humain de faire le mal pour le mal. Tout être humain est toujours motivé par le bien et tout être humain tend toujours vers le bien, quel qu'il soit, peu importe. Donc pour le moment c'est vague, mais en disant cela, donc ce que l'on barre, ce que l'on empêche de penser, ce que l'on dénonce comme étant une illusion, c'est l'homme mauvais qui ferait le mal pour le mal. Et ça c'est intéressant, je trouve, enfin c'est une idée qui n'est pas très courante finalement, mais c'est vrai qu'on peut considérer n'importe quelle situation dans la vie, on peut mentir par exemple, on sait que c'est quelque chose qui est mal, mais quand on réfléchit un peu, quand on essaie de se souvenir des fois où on a peut-être menti, on se rendra compte qu'au moment où on l'a fait, eh bien dans le fond on était motivé par un bien, par ce qui nous semble être bien, par exemple se protéger, sauver sa peau, éventuellement sauver un ami, on va mentir pour le couvrir, ou bien sauver des intérêts, protéger des intérêts quels qu'ils soient. Enfin toujours est-il que c'est vrai que pour celui qui ment, il peut très bien savoir que ce qu'il fait est mal. Ça c'est clair, c'est-à-dire qu'il peut savoir que même pour lui, parce qu'il a été éduqué ainsi, le mensonge n'est pas un bien, mais il va quand même le faire parce qu'il a une bonne raison, pour le dire simplement, il a une bonne raison de le faire, bien sûr. Et quand on regarde dans tous les secteurs de la vie, même dans des choses qui sont très graves finalement, la personne qui agit toujours parce qu'au moment où elle le fait, elle est toujours motivée par quelque chose qui pour elle est une bonne chose. Donc même si on prend des cas extrêmes comme la torture par exemple, mais il est impossible, moi je ne connais pas tous les cas de torture évidemment, mais en tout cas dans ce que l'on peut entendre quand des personnes osent parler de ce qu'elles ont fait lors d'un conflit ou que sais-je, bien c'est clair que ce que l'on entend finalement, c'est qu'au moment où elles l'ont fait, même si maintenant elles ont des remords, des années plus tard, mais au moment où elles l'ont fait, elles étaient persuadées qu'elles avaient une bonne raison pour le faire. Donc c'est de torturer quelqu'un pour lui arracher des informations qui permettraient de sauver des amis ou je ne sais pas quoi, peu importe ici les cas de figure. Mais même là, dans des choses que l'on sait être vraiment le mal par excellence, la torture est condamnable et condamnée et fort heureusement, n'empêche que ceux qui vont s'y adonner, évidemment, sont des personnes qui sont encore motivées par une espèce de bien qui les motive, qui est le leur à ce moment-là, même si par la suite elles pourront le critiquer, bien sûr. Si vous prenez le psychopathe, par exemple, il a une jouissance dans le fait de faire souffrir. N'importe quel exemple que l'on peut prendre, quand on va chercher du côté du mal, on se dit non, il y a des gens méchants qui font du mal, etc. Les gens méchants eux-mêmes, ne fût-ce que le plaisir de se défouler, est déjà un bien qui est très primaire peut-être, mais qui est déjà vécu comme quelque chose, je n'ai pas pu faire autrement que de lui mettre une gifle, Et ça a été un défouloir, et qui est déjà une jouissance, bien sûr. Donc c'est vrai que l'être humain a une nature tout à fait particulière, c'est qu'il est impossible pour lui d'agir au nom du mal, c'est-à-dire d'être motivé par ce qu'il vit comme ce qu'il ne doit pas être ou ce qu'il ne doit pas faire. Quoi que je fasse, même si je vais à l'encontre de la morale de ma culture, je le fais parce que je suis persuadé qu'à ce moment-là, je suis motivé par quelque chose de positif. En tout cas, personnellement, je n'ai trouvé aucune exception. Il y en a peut-être, je ne connais pas tout, mais jusqu'à présent, en tout cas, quelle que soit la situation, même la plus farfelue qu'on puisse imaginer, il y a toujours un ressort positif. Finalement, l'homme est fondamentalement motivé par le bien, et c'est la raison pour laquelle on pourrait dire ceci finalement, c'est que l'homme étant toujours motivé par le bien, c'est ce qui explique qu'il est capable du pire. S'il avait conscience qu'il fait le pire, il ne le ferait pas. C'est parce que précisément il est persuadé de ce qu'il doit faire que du coup il ne se rend pas compte, si ce n'est parfois après un certain temps, mais sur le moment même il ne se rend pas compte de l'horreur qu'il est en train de faire, bien évidemment. Toujours est-il que, pour revenir à Aristote, donc cette petite phrase banale d'abord, ce petit constat qui semble sans intérêt, l'homme est toujours motivé par le bien. Et à partir de là, Aristote va se demander, mais qu'est-ce que ce bien ? C'est bien beau de dire on tend vers le bien comme le tournesol tend vers la lumière, si on veut, mais en attendant, c'est quoi cette lumière que nous recherchons ? C'est quoi le bien que nous visons ? Et c'est à partir de là que dans l'éthique à Nicomèque, il va commencer à faire une petite analyse qui va progressivement nous reconduire, évidemment, au thème qui nous réunit, qui est le thème du bonheur. Donc, première question, qu'est-ce que le bien ? Quand on se demande le bien vers lequel nous tendons dans notre vie ordinaire, il y a des idées qui viennent naturellement, bien sûr. Parmi ces idées, ça c'est un thème classique chez bien des auteurs qui reprendront Aristote en le réactualisant évidemment. Vous avez d'abord l'argent, qui semble être un bien, et c'est vrai qu'il faut pouvoir le dire, il ne faut pas avoir honte de ce genre de choses. Aristote est un des penseurs, un des premiers en tout cas, où on retrouve cette idée exposée clairement, l'argent est nécessaire, ou ce qui fait office d'argent, peu importe, on peut imaginer d'autres systèmes qui ne passeraient pas par l'argent, mais n'empêche que de pouvoir accéder aux ressources, pouvoir se nourrir et satisfaire nos besoins de base,
par quelque échange que ce soit, c'est quand même une bonne chose. Et donc, puisque c'est l'argent qui fait office d'intermédiaire, évidemment, l'argent est une bonne chose. Donc, c'est normal que les gens, finalement, cherchent à avoir de l'argent. Sauf que, dire Aristote, tout le monde peut le constater, évidemment, c'est pas un scoop, c'est que l'argent, oui, c'est vrai qu'en soi, ce n'est peut-être pas un mal, mais ça peut devenir un mal, évidemment. D'abord d'en être privé. Mais enfin, ça, c'est par la négative, mais là où on verra que c'est un bien qui peut devenir un enfer, c'est lorsqu'on a trop d'argent. Évidemment, donc le riche vit dans quelle hantise? Dans la hantise que l'on sache qu'il est riche, évidemment, et qu'une fois que l'on sait qu'il est riche, évidemment qu'on s'en prenne à ses biens, qu'on s'en prenne à ses enfants, enlèvement, prise d'otage. Il y a des pays où manifestement, donc par exemple, notamment en Afrique du Sud, où les nantis doivent se protéger de la population plus pauvre, et quand ils doivent sortir, parce qu'il faut bien qu'ils aillent travailler par exemple, dans les témoignages que l'on a de ces personnes, c'est la hantise d'un kidnapping, c'est la hantise de tout ce qui pourrait leur arriver effectivement, et donc c'est de vivre dans la peur finalement. Et donc c'est vrai qu'on se rend compte par conséquent, donc c'est des banalités, c'est des constats évidents, on a besoin d'argent, c'est un bien et c'est normal que les gens courent après cela, mais en même temps, ça peut vite se retourner évidemment en la peur qu'on en souffre, qu'on en paye le prix fort, soit en étant dérobé, en étant volé au niveau de ses biens, soit en vivant des supplices pas possibles, des enlèvements ou que sais-je, des rançons, des demandes de rançons et ce genre de choses qui évidemment sont catastrophiques. Donc vous avez d'abord la richesse qui est un des biens qui semble être recherché par le commun des mortels, mais qui, on s'en rend vite compte, ne fait pas le bonheur. C'est une évidence. On a même l'expression l'argent ne fait pas le bonheur. Et puis vous avez des gens qui vont plutôt dire, et là ça préfigure un petit peu Épicure qui a lu Aristote, qui connaît Aristote, vous avez Aristote qui dit, oui, il y a les plaisirs. Peut-être que les bonheurs, ce sont finalement les plaisirs que l'on peut se procurer d'une façon ou d'une autre. Et ce qu'il vise ici, que Épicure va reprendre quasi à la lettre, ce sont les plaisirs donc qu'on rechercherait pour eux-mêmes. Les plaisirs. Donc c'est la personne qui, ayant découvert que c'est dans les plaisirs que l'on jouit de soi-même, finalement, que l'on fait l'expérience du bonheur, et bien tous les plaisirs sont bons. Et c'est la personne qui va comme ça, effectivement, suivre le cours de son existence en se laissant attirer par tel plaisir, et puis tel autre, et puis tel autre. Enfin bref, il va papillonner de plaisir en plaisir, jusqu'au moment où il se rend compte que sa vie n'est rien, puisqu'il n'aura été que le jouet des circonstances. Il a suivi ce qui l'attirait dans le moment, et donc finalement, au bout du compte, qui suis-je? Rien, j'ai été que la somme des circonstances de ma vie, et avec le risque en plus, c'est là que le plaisir se retourne évidemment contre lui-même, avec en plus le risque évidemment d'être séduit par des plaisirs qui finalement deviennent des souffrances. Soit que le plaisir est passé et on vit dans la souffrance de l'avoir vécu mais de ne pas avoir pu le faire durer, un amour blessé par exemple, ou bien ce sont des plaisirs qui deviennent carrément des souffrances quand ça devient de l'addiction, ou ce genre de choses, bien sûr. Et donc voilà ce deuxième bonheur que l'on pourrait rechercher, les plaisirs pour le plaisir, sans réflexion sur le sujet, c'est vrai que c'est du bonheur, oui, enfin en tout cas ce sont des plaisirs, mais qui conduisent parfois à des situations catastrophiques malheureusement. Et donc le bonheur n'est pas vraiment dans le plaisir, même s'il y a un lien indéniablement entre bonheur et plaisir. Et du coup vous avez un troisième thème qui est souvent évoqué quand on se demande mais quel bien les hommes recherchent sur Terre. Il y a l'argent, il y a le plaisir, et puis la troisième chose, c'est ce que Aristote appelle les honneurs. Quelqu'un comme Spinoza, par exemple, lui parlera plutôt du pouvoir. Mais enfin, peu importe, c'est le même problème. C'est tout simplement donc le fait d'être aimé par les autres. Le pouvoir, c'est le fait d'avoir du pouvoir parce que les gens me donnent ce pouvoir, me reconnaissent compétent dans un domaine. C'est le politicien, par exemple, qui va être élu, bien sûr. Et c'est les honneurs du soldat, par exemple, qui a été courageux et qui sera effectivement valorisé, qui recevra une médaille ou que sais-je. C'est par exemple, dans des choses plus contemporaines, le fait de participer à The Voice, et donc du coup on est vu à la télévision, et donc c'est quelque chose d'extraordinaire là aussi. Mais n'empêche que, dit Aristote, et par la suite tous les auteurs qui vont continuer ce genre de réflexion, ou qui vont la reprendre à leur compte, c'est que les honneurs, ça nous rend dépendants des autres. C'est ça le problème. Et que, évidemment, à un moment donné, si on veut être aimé par les gens, si on veut être valorisé par eux, si on veut être soutenu par eux, puisque c'est ça qui rendrait soi-disant heureux, voilà qu'on ne peut plus dire et faire ce que l'on aimerait bien faire, mais on va devoir dire et faire ce qui va faire plaisir aux gens. Et c'est là qu'on voit des personnes, par conséquent, se renier elles-mêmes, pour séduire, pour continuer à avoir l'admiration des autres. C'est l'histoire de la vedette, si on veut,
qui, vieillissante, a peur de ne plus être finalement contactée pour tourner dans des films. Parce qu'elle n'est plus... Alors du coup, on change son visage, on fait de la chirurgie, on fait tout et n'importe quoi pour essayer de rester le modèle que l'on a été, qui a été tant aimé au cinéma. Enfin voilà, ce sont toutes des histoires comme ça où on voit des personnes donc se détruire finalement tellement elles veulent rester dans le regard des autres et tellement elles veulent être aimées par les autres. Et donc c'est vrai qu'à la fois, donc même chose, même ambiguïté, à la fois se sentir aimé par les autres, c'est vrai que c'est un bonheur, mais ça devient vite une prison dans laquelle évidemment on est enfermé et qui empêche finalement de vivre. Donc premier moment, c'est de dire, quand on regarde un peu comment vivent nos contemporains, c'est vrai qu'il y a l'argent, il y a le plaisir, il y a les honneurs, mais ce sont des biens d'un certain côté, mais qui peuvent vite devenir en tout cas un enfer sur terre. Et donc si on recherche un bonheur qui soit un vrai bonheur, c'est manifestement pas de ce côté-là que l'on doit aller. Alors c'est d'autant plus vrai que, deuxième réflexion d'Aristote, il va nous dire, quand on y réfléchit bien, quand on passe son temps à essayer de décrire ce que l'on appelle le bien, donc le bien vers lequel nous tendrions, donc les honneurs, le plaisir, et comment les richesses, eh bien c'est vrai qu'on se rend compte aussi que dans le fond ce sont des biens, si on veut le dire ainsi, mais qui en eux-mêmes n'ont aucune valeur. C'est-à-dire que dans la vie ordinaire, ce sont finalement des biens qui ne deviennent bien, qui méritent d'être qualifiés de biens, que par la finalité qu'ils visent, qui elle est bonne. Donc ce qui est visé ici, en fait, c'est une vision utilitariste que Aristote va critiquer en disant ceci. Donc il y a deux types de biens. Il y a, et c'est celui-ci dont on parle maintenant, il y a d'abord les biens qui ne sont pas des biens par eux-mêmes, mais qui sont des biens dans la mesure où ce qu'ils visent est bon, et du coup, c'est ce qui fait que le moyen qu'on se donne devient bon lui-même. Donc, pour dire les choses simplement et comprendre ce qu'on veut dire ici, par exemple, pourquoi je ferais du sport ? En soi, faire du sport, ça n'est absolument pas, ça ne sert à rien, c'est idiot de faire du sport, en soi. Mais si on veut être en bonne santé, par exemple, et là, on a une fin qui est bonne en soi, du coup, aller s'agiter dans une salle ou bien courir nulle part dans la rue, là, mais en faisant un tour, et puis revenir à sa maison, si vous voulez, donc faire un jogging, qui est stupide en soi, sans raison, mais une fois qu'on le fait effectivement pour quelque chose qui lui est extérieur et qui est le fait de préserver sa santé, du coup, le fait de faire du sport a du sens, et du coup, ça devient effectivement quelque chose qu'on dira être bon. Mais ce que montre Aristote, c'est que donc, le sport en soi, ici l'exemple que je prends qui est le sport, en soi n'a aucune valeur, si ce n'est qu'il la reçoit par la finalité que l'on vise. Autre exemple que l'on peut travailler. Travailler en soi, c'est idiot, c'est stupide. Mais ça devient quelque chose qui a de la valeur quand c'est pour vivre, par exemple, ou pour améliorer la collectivité, le vivre en commun. Mais en soi, passer 8 heures derrière son bureau à taper sur un ordinateur, pour prendre une caricature ici, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Mais c'est parce qu'il y a une finalité évidemment extérieure qui est que je dois gagner ma vie, pour prendre une explication simple, que du coup, le temps que je vais passer à faire des choses que je n'aime peut-être pas tous les jours, n'empêche que tout d'un coup, ça devient quelque chose qu'il faut bien assumer, qui a du sens, parce qu'effectivement, ma vie en dépend d'une façon ou d'une autre. Autre exemple que l'on peut prendre aussi, encore plus simple finalement, mettre son manteau. Dit comme ça, c'est absurde. Mais maintenant, si je mets mon manteau parce que je dois sortir et qu'il pleut, mettre son manteau, ça a du sens. Évidemment, ça devient quelque chose qui est compréhensible et qui est bien, parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut, etc. Maintenant, évidemment, vous comprenez, on est dans des cycles à l'infini, bien sûr, puisque maintenant, et sortir quand il pleut, même avec un manteau, en soi, c'est stupide. Mais si c'est pour aller faire des courses parce qu'il faut bien manger ce soir, tout d'un coup, ça prend du sens et ça devient bien. Mais maintenant, manger, pourquoi il faudrait manger ? Parce que pour vivre, évidemment. Et donc, du coup, manger, ça a du sens, évidemment, et ça devient quelque chose de positif. Mais maintenant, évidemment, et vous comprenez comment ça se met en scène, cette affaire-là, et comment on montre que la vie devient absurde quand on ne vit que ainsi, c'est que, et maintenant, et vivre, pourquoi vivre ? Si vous n'avez pas une raison qui serait extérieure au fait de vivre, c'est vrai que la vie, finalement, n'a aucun sens. Et ce qui est donc redoutable quand on est dans une perspective utilitariste ainsi, donc où tout doit être utile, c'est-à-dire tout doit s'expliquer par une fin qui lui est extérieure, c'est que dans le fond, et c'est ce qu'on critique souvent avec l'utilitarisme, c'est qu'on rend la vie complètement absurde en elle-même.
toujours, il faut aller chercher une raison en dehors de ce qu'on est en train de faire. Et évidemment, vous régressez à l'infini. Et si vous n'avez jamais la raison première, c'est-à-dire si vous n'avez jamais une fin qui est pour elle-même une fin, c'est-à-dire qui ne renvoie pas à quelque chose d'autre, eh bien, si toujours il faut justifier quoi que vous fassiez par autre chose, eh bien, ce que vous êtes en train de dire en réalité, c'est que tout ce que vous êtes en train de faire dans la vie, en soi, c'est absurde. En soi, il faut toujours donc, faire cette démarche. Bon, toujours est-il que je reviens à Aristote ici. Donc, il nous dit, non seulement les biens derrière lesquels nous courons sont des biens qui peuvent devenir donc des dangers pour l'être humain, mais en plus, aussi bien l'argent que le plaisir, que les honneurs, etc., sont le plus souvent des choses que nous recherchons en vue d'en retirer un bénéfice. Et c'est le bénéfice qui fait que du coup ça devient de bonnes choses. Mais donc, comme quoi, en soi, ni l'argent, ni les honneurs, ni quoi que ce soit qu'on puisse imaginer, finalement, n'est un bonheur par lui-même, ou n'est en tout cas source de bonheur par lui-même, évidemment. Donc en soi, ce sont des choses absurdes, bien sûr. Donc ce qui veut dire ceci. Ce qui veut dire que quand on se pose la question du bonheur, du bien que l'on recherche en tout cas, donc on n'est pas encore dans le bonheur pour l'instant, donc quand on recherche, mais qu'est-ce que le bien que nous recherchons? Eh bien c'est vrai que ce que nous recherchons par là, donc la question, vous voyez, se précise petit à petit, c'est un bien qui est non pas quelque chose d'absurde qui deviendrait bien parce que les circonstances feraient que ça le devient, mais ce que nous recherchons le plus souvent, c'est un bien qui est un bien par lui-même. C'est-à-dire un bien qui est bien, non pas parce que ça sert un intérêt quelconque, mais parce que par lui-même, même si ça ne sert aucun intérêt, même si ça ne sert à rien, quoi, si on veut le dire ainsi, n'empêche que ça vaut la peine quand même d'essayer de l'atteindre. Et la seule chose que trouve Aristote comme exemple d'un bien qui est un bien par lui-même et non pas au nom d'une autre chose que lui-même, eh bien il va dire c'est le bonheur. Pourquoi être heureux? Parce que c'est bien d'être heureux. On n'est jamais heureux pour autre chose que lui-même, évidemment. Et donc voilà pourquoi Aristote va conclure donc, cette première partie en disant l'être humain est comme un tournesol, effectivement, qui essaye de chercher sa lumière, de trouver la lumière, donc il tend vers le bien. Eh bien, le bien que l'on recherche, ce n'est pas d'abord l'argent, les honneurs ou je ne sais quoi d'autre. En réalité, le bien que nous recherchons, même si on n'en a pas conscience toujours, mais c'est le travail de la philosophie que de le faire apparaître, ce que nous recherchons, c'est un bien qui est un bien en lui-même, et le seul bien possible pour l'être humain, c'est le fait d'être heureux. On est heureux parce que c'est bien d'être heureux, et pas pour autre chose que le fait d'être heureux. Et donc, c'est ça que l'être humain, effectivement, c'est ça qui motive l'être humain, c'est ça la lumière vers laquelle tendent tous les êtres humains. Mais une fois que l'on a dit un truc pareil, vous comprenez bien, la question rebondit. C'est bien beau de dire que c'est le bonheur, effectivement, qu'on doit rechercher, mais c'est quoi le bonheur? Il y a une petite histoire qui permet d'illustrer ce que je viens de raconter. C'est une histoire juive qui prête à sourire, quoi, hein. C'est toujours un sourire tout en finesse avec ce genre de récit. C'est une jeune fille qui vient trouver son papa, un rabbin, hein, on suppose, et qui lui dit « Je vais me marier avec Gérard ». Et le rabbin, le papa, dit « Il n'en est pas question ». La fille répond « Mais enfin, mais tu ne veux pas que je sois heureuse ». Et le père répond « Mais à quoi ça sert d'être heureux ?» C'est une histoire stupide, évidemment, mais qui montre que la dernière question du père, qui ne veut pas de ce mariage, évidemment, n'a aucun sens. Pourquoi être heureux? C'est ce qu'on vient de dire. Mais pour être heureux, ce n'est pas en vue d'autre chose que de l'être, bien évidemment. Et c'est ce qui fait qu'ici, on voit bien que, évidemment, ça tourne au fiasco, ce genre de choses. Mais n'empêche que quand on réfléchit avec cette première idée, que donc le bonheur, c'est vrai que c'est bizarre par rapport à tous les biens que nous recherchons, c'est un bonheur, c'est un bien, pardon, qui est un bien un peu particulier, qui ne se justifie par rien d'autre que par lui-même, quoi, en quelque façon. Ça montre ceci. Tout à l'heure, on disait, c'est vrai, vivre pourquoi? Maintenant, on a une réponse. C'est vrai que la vie en elle-même n'a aucun sens, dans le fond. Et il suffit de regarder très concrètement, donc on peut toujours méditer et réfléchir à tout et n'importe quoi, mais quand vous regardez dans la vie réelle, c'est vrai que vivre n'a de sens que si ça nous permet d'être heureux. Il suffit de discuter, donc moi qui travaille un peu dans le monde de la santé, je le vois parfois, il suffit de discuter avec des gens dont la vie n'est plus qu'un malheur, n'est plus qu'une tragédie, n'est plus que de la souffrance, enfin ce genre de choses qu'on n'arrive pas à apaiser, et on se rend compte que dans ce cas-là, évidemment, la vie n'a pas de sens en elle-même, n'en a plus. Elle devient un cauchemar, évidemment, duquel il va falloir se libérer d'une façon ou d'une autre, et ce sont des gens qui supplient pour que ça cesse, enfin. Donc c'est vrai qu'en elle-même, la vie n'a malheureusement aucun sens.
elle n'acquiert du sens que par la fin qu'elle se donne, qui est le but ultime, qui est ça devient quelque chose qui vaut la peine d'être traversé si ça permet d'être heureux. Et par contre, si ça devient un cauchemar, bah alors la vie, donc bien évidemment, devient absurde. Donc la vie n'est pas le terme, le fait de vivre pour vivre, si vous voulez, ça devient vite absurde finalement. Donc même la vie a besoin de chercher sa raison d'être en dehors d'elle-même, dans ce qui anime les êtres humains, et qui est donc le bonheur, puisque le bonheur, lui, une fois encore, ne vise rien d'autre que lui-même. Donc ça, c'est le point auquel nous sommes arrivés. Et la question maintenant, c'est de savoir, mais donc, qu'est-ce que ce bonheur vers lequel nous tendrions, qui serait une fin en soi? Alors voici comment Aristote, plus ou moins, raconte les choses dans l'Éthique à Nicomaque. Il va dire, eh bien, la fin en soi que visent tous les êtres humains et que nous appelons le bonheur, et qui est une jouissance, par conséquent, effectivement, qui est quelque chose qui est vécu de manière heureuse, quoi, si on veut, eh bien, c'est tout simplement, donc c'est une bêtise que de le dire, finalement, c'est tout simplement l'accomplissement de soi-même. Dans l'accomplissement, donc si vous reposez la question pour jouer avec ce qu'on vient de dire, donc pourquoi faudrait-il que l'être humain s'accomplisse? Ben pour rien. Simplement parce qu'il est fait pour être ce qu'il est, et on s'accomplit pour s'accomplir, et pas on s'accomplit pour on ne sait pas quoi d'autre qui viendra après. L'être humain est fait pour grandir, pour essayer de se développer, pour essayer d'être le plus possible lui-même, parce que c'est la finalité même de son existence. Et il n'y a pas à se demander à quoi ça sert. Évidemment, c'est ce qui lui permet d'être pleinement lui-même, et en s'accomplissant et en étant pleinement lui-même, c'est ce qui lui permet de jouir de sa propre existence. Et donc c'est l'accomplissement de soi par conséquent. Alors ce que maintenant Aristote développe un peu pour essayer de comprendre, mais c'est quoi cette histoire d'accomplissement, c'est qu'il doit toujours être compris au niveau de deux dimensions. La première dimension, c'est que nous devons d'abord nous accomplir en tant qu'être humain. Nous ne sommes pas une vache, nous ne sommes pas un ver de terre, nous ne sommes pas une abeille, nous sommes un être humain. Et donc l'accomplissement humain, c'est l'accomplissement de l'humain en tant qu'être humain. Et qu'est-ce que nous avons de particulier, nous, en tant qu'être humain? Eh bien, deux choses, finalement, quand on résume. La première chose, c'est que nous avons une façon d'avoir du plaisir et de la souffrance qui nous est propre. On ne dit pas que les animaux n'ont pas de souffrance et de plaisir, mais on dit simplement, nous les êtres humains, nous avons une manière de jouir de l'existence et une manière de souffrir de l'existence, effectivement, qui est humaine, qui nous est propre et qui nous différencie d'un oiseau, d'un chat ou de tout ce que l'on veut, bien évidemment. Donc c'est d'abord, parce que c'est le ressort de l'existence quand même, et ça Aristote semble le dire clairement, donc c'est d'abord au moins bien de tendre vers le plaisir, puisque effectivement c'est ce vers quoi nous tendons, et c'est essayer de nous écarter de la souffrance, puisqu'effectivement la souffrance c'est plutôt ce que nous avons tendance à fuir. Donc ça c'est la première chose, et de le faire à la manière d'un être humain. Et puis deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas que des êtres de plaisir ou de souffrance, et évidemment nous sommes aussi des êtres de raison. Ça c'est l'héritage de Platon, évidemment, enfin de toute la tradition grecque. Et donc par conséquent, eh bien, c'est de s'accomplir, donc en essayant de jouir le plus possible des plaisirs humains dont nous sommes capables, en fuyant le plus possible les souffrances qui peuvent nous menacer, et en jouant ce petit jeu-là, eh bien, c'est tout simplement de s'accomplir jusque dans la raison qui nous caractérise. Nous sommes des êtres doués de langage, nous sommes des êtres qui sommes capables de pouvoir comprendre, analyser, délibérer, etc. Nous sommes des êtres de langage et des êtres politiques, comme dirait Aristote, et par conséquent, c'est en déployant, en accomplissant cette nature humaine, plaisir, souffrance et raison, qu'effectivement, eh bien, nous pourrons jouir de l'existence et que nous pourrons être dans cet état que l'on qualifie de bonheur, tout simplement. Et donc, c'est la tâche qui nous attend. Ça, c'est en tant qu'être humain, quelle que soit donc la personne que nous soyons, quelle que soit la culture à laquelle nous appartenons. On peut le faire donc de mille façons, évidemment, d'une culture à l'autre, mais dans le fond, chaque culture essaye de déployer, d'ouvrir cette dimension, enfin cette nature qui est la nôtre, et essaye de la soutenir, de l'épanouir finalement. Et puis, deuxième chose que l'on doit bien reconnaître aussi, c'est que nous ne sommes pas qu'un être humain. Nous sommes Pierre-Paul Jacques, nous sommes Josette, nous sommes André, nous sommes, enfin tout ce que vous voulez, nous sommes des personnes individuelles. Et donc pour chacune de ces personnes, eh bien, ce sera de s'épanouir en tant que personne, c'est-à-dire à travers les vocations qui sont les nôtres. Ça peut être en tant que père, en tant que mère, en tant que conjoint, en tant que maçon, en tant qu'instituteur, ou même en tant que philosophe, pourquoi pas. Enfin bref, c'est quel que soit effectivement le métier dans lequel on va s'investir, ou les passions dans lesquelles on va s'investir, c'est aussi de tenter de s'accomplir à travers cette individualité qui est la nôtre. Donc deux choses que l'on doit faire, si vous voulez, c'est d'une part
épanouir l'être humain que nous sommes, et ça vaut pour tous les êtres humains, avec des caractéristiques qui sont plus ou moins les mêmes, et en même temps le faire d'une manière qui est toujours singulière, puisque je ne suis pas les autres, je suis différent d'eux, j'ai des goûts différents, et par conséquent la question ce sera, on le voit déjà ici arriver, ce sera comment effectivement accomplir l'être humain que je suis à travers l'histoire singulière qui est la mienne. Alors la question c'est donc comment le faire, comment donc accomplir effectivement l'être humain que je suis, à travers l'histoire qui est la mienne. Eh bien, la réponse d'Aristote, là, elle est toute simple, ce sera de dire, et c'est comme ça qu'on en arrive au thème que je voulais soumettre ici, eh bien, il va dire, c'est toujours à travers une activité. Donc, c'est la remarque que je faisais tout à l'heure, le bonheur n'est jamais un état, un moment de grâce qui nous tomberait dessus, si l'on veut. Le bonheur est toujours une activité que l'on accomplit, qui a ceci comme caractéristique, qu'elle est à ce point parfaite. Évidemment, ce n'est pas n'importe quelle activité, c'est celle qui nous correspond, mais qui est à ce point parfaite que du coup, effectivement, elle nous permet d'accomplir notre nature. Donc l'activité, le bel ouvrage, comme je disais tantôt, sera donc la façon d'être le plus heureux pour chacun d'entre nous, ce qui veut dire que ce n'est pas toujours facile, ce qui veut dire que ça demande des efforts, etc., etc. Mais en attendant, c'est à travers toute cette démarche qu'on a une chance de pouvoir goûter donc au bonheur. Alors, c'est quoi une activité qui, effectivement, quelle qu'elle soit finalement, serait une activité accomplissante, épanouissante? Alors il y a deux manières de comprendre les choses. La première, c'est, et là c'est Aristote semble défendre ce genre d'approche, c'est de dire une activité c'est toujours deux choses à la fois. C'est à la fois le geste que l'on pose et c'est à la fois la chose que l'on produit à travers l'activité. Donc si je suis sculpteur par exemple, c'est le geste que je vais faire évidemment pour produire la sculpture que je dois faire. Et dit Aristote, eh bien la perfection dans l'activité qui comprend les gestes que j'accomplis d'un côté avec de l'autre côté la chose qui est produite, donc l'activité parfaite, c'est lorsque à la fois le geste est lui-même parfait, le plus simple possible, le plus beau possible si on veut, et que la chose qui est produite évidemment est elle-même une chose qui est parfaite. Donc je vais donner un exemple pour comprendre effectivement et que tout le monde peut à partir de là on peut broder, tout le monde peut alors prendre des exemples qu'il aurait vécu personnellement. Si je raconte l'anecdote suivante. Il y a quelques semaines, j'ai de nouveaux voisins dans la maison d'à côté ici. Nous sommes en été et je me rends compte un jour que ma voisine est en train de bronzer sur sa terrasse. Je vais regarder, évidemment, mais vous comprenez bien que je peux très bien avoir une vue parfaite. L'acte de voir est parfait. 10-10 des deux côtés. Si maintenant ma voisine, malheureusement, n'est pas très jolie, je la verrai parfaitement, mais ce que je verrai, l'objet sur lequel se pose mon action, évidemment, n'étant pas parfait, ici par hypothèse, je vais détourner mon regard, quoi. Il n'y a pas de plaisir, ce n'est pas un moment de bonheur, effectivement. Maintenant, imaginez l'inverse. Ma voisine est superbe. J'ai déjà eu l'occasion de la croiser dans la rue de loin, quand elle passe en voiture, et manifestement, c'est une très belle femme, et voilà que de fait, elle est en train de bronzer sur sa terrasse. Mais le problème, c'est que j'ai cassé mes lunettes et je suis myope. La chose à voir ici, donc ma voisine, par hypothèse, est une femme extraordinaire, mais ma vue étant une mauvaise vue, et n'ayant pas mes lunettes, évidemment, le problème, c'est que je la verrai floue. Pas de plaisir, évidemment. Donc c'est vrai que, si vous prenez une bêtise, je raconte ici une bêtise, mais c'est vrai que quand, d'un côté, soit du côté de l'acte, soit du côté de la chose sur laquelle se pose l'acte, il n'y a pas de perfection, ce qui est vrai dans la vie de tous les jours, c'est que on est frustré, on est contrarié, et il n'y a pas de bonheur, évidemment. Donc maintenant, si vous l'étendez à la vie en général, quand est-ce que nous sommes heureux ? Eh bien, quand nous vivons ces moments extraordinaires, où à la fois les choses que je suis en train de faire se mettent bien, se font bien, sont parfaites, semblent être parfaites en tout cas selon mes critères à moi, et que les réalisant comme elles doivent être réalisées, sans aucun problème, eh bien, ce qui va être produit, eh bien, sera parfait lui-même. Donc on peut imaginer, je ne sais pas, moi, pour prendre n'importe quel exemple, je cuisine, si je dois m'y reprendre à 3 fois pour faire un gâteau, c'est un calvaire, et même si finalement la 3e version sera bonne,
En attendant, plus jamais, quoi. Je suis dégoûté d'en faire un où je dois chaque fois recommencer, c'est trop salé, trop sucré, pas assez bon, trop cuit, enfin, à un moment donné, fourte, quoi, hein. Donc c'est vrai qu'on en a marre. Par contre, quand au premier coup, je fais ce qu'il y a à faire et je sens qu'il faut rajouter un peu de sucre, un peu de truc, un peu de machin, c'est cuit parfaitement et que l'œuvre est bien réussie, ben c'est vrai qu'on est content, tout simplement, et c'est un petit moment de bonheur. Donc c'est vrai que première chose que l'on peut dire, c'est que ce qu'est la perfection, c'est tout simplement lorsque l'action et ce sur quoi se porte l'action se réunissent et sont tous les deux tellement parfaits que c'est un moment de grâce, effectivement. Mais ce n'est pas donc un moment de grâce qui nous tombe dessus comme par magie, évidemment, comme on le dit parfois dans d'autres traditions. C'est un moment de grâce où, pendant que je suis en train de réaliser quelque chose qui se fait bien, eh bien c'est incroyable, on jouit de soi à ce moment-là. Donc ce n'est pas simplement dans le résultat, dans la récompense, mais c'est dans le fait de le faire aussi bien, aussi facilement, finalement, que le bonheur se trouve. Ça, c'est la première lecture possible que présente Aristote. Alors, deuxième lecture possible, maintenant, quand on veut compléter un peu les choses et qu'on s'éloigne peut-être un peu ici du texte d'Aristote, c'est finalement dire quoi? C'est dire qu'à un moment, une activité, une action qu'on accomplit est d'autant plus parfaite, puisque c'est ça qu'on vise, une action parfaite qui pourrait nous accomplir et donc nous rendre heureux, eh bien une action est d'autant plus parfaite que finalement elle obéit à trois règles, à trois principes si on veut. Il faut qu'elle soit belle, on vient de le dire avec les exemples qu'on a pris tout à l'heure, il faut qu'elle soit bonne et il faut qu'elle soit vraie. Alors je m'explique de nouveau en prenant des exemples de la vie de tous les jours pour comprendre que c'est vrai que quand une œuvre, quand une expérience que nous vivons ne se situe pas ou n'additionne pas ces trois points, c'est vrai qu'on est frustré. Alors bon, on va commencer par un premier exemple. Je vais dans un musée pour aller voir quelque chose de beau, une peinture par exemple. Alors imaginons que je regarde, je ne sais pas moi, La Nuit étoilée de Van Gogh. J'adore Van Gogh. Je regarde La Nuit étoilée, c'est merveilleux. Et pendant que je contemple ça au MoMA par exemple, à New York, je crois qu'il y a une de ces toiles là-bas, pendant que je suis en train de le contempler, mon voisin, que je ne connais pas d'ailleurs, me dit « Ah ben vous savez, ce n'est jamais qu'une reproduction que nous avons ici, parce que l'original a été prêté à un autre musée pour une exposition extraordinaire sur Van Gogh. » Eh bien, pendant que je voyais le tableau, c'est une œuvre extraordinaire, j'aime bien, donc du coup évidemment c'est une jouissance, c'est un moment de bonheur, rien que de savoir que finalement ce que je suis en train de regarder ici, c'est dans le fond une copie, c'est pas l'original, c'est pas un des originaux. Eh bien, pour la majorité, enfin, pour bien des personnes, je suppose une majorité, il y aurait une frustration. Et on serait bien capable, si on pouvait le faire, si on avait le temps et les moyens éventuellement financiers, on serait bien capable d'aller dans le musée dans lequel se trouve l'original pour le voir, donc on verra exactement la même chose. Mais c'est l'original. Eh bien, l'expérience esthétique, donc ce qui est beau, mais quand c'est un faux, qu'on n'est pas dans le registre du vrai, c'est qu'une copie. Et ça n'altère pas la beauté, mais ça altère l'expérience qu'on en fait. Et on se dit, ah zut alors, j'ai fait tout ce déplacement jusqu'à New York pour ne voir qu'une copie. Voilà, on est un peu déçu, bien évidemment, et le bonheur est déjà raboté. Et puis, deuxième exemple que l'on peut donner à partir de l'expérience esthétique, c'est évidemment quand on apprend que l'auteur d'une œuvre, qui est belle en soi, donc de nouveau ici ce n'est pas le problème de la beauté qui est concerné, c'est une œuvre belle en soi, et bien quand on apprend que l'auteur de cette œuvre est une personne qui est peut-être un salaud, eh bien ça n'enlève rien à la beauté, mais n'empêche que de savoir que son auteur est peut-être une crapule finie ou quelqu'un en tout cas qui avait des mœurs, par exemple si vous prenez Alice au Pays des Merveilles, et qu'on soupçonne, donc d'après la biographie de... c'est Lewis Carroll, hein, c'est ça. Donc on soupçonne que cet homme était plutôt, ou avait des tendances pédophiles, à photographier des petites filles, enfin ce genre de choses. Une fois qu'on sait ça, à supposer que l'information soit juste, mais apparemment donc elle l'est, on peut bien relire Alice au Pays des Merveilles, ça reste une œuvre incroyable, mais du coup, il y a un plaisir qui est un peu gâché, quoi, si on veut. Donc c'est vrai qu'il y a des artistes, bien sûr, qui sont excentriques, etc. Et en général, on comprend l'excentricité qui permet évidemment la création de choses extraordinaires. Mais il y a des comportements aussi qui, quand ça va trop loin, quand ça devient vraiment dérangeant, donc quand on n'est plus dans le registre du bien, qui peut être très large, hein, mais quand on sort et qu'on va vers des choses quand même qui sont plus discutables maintenant, eh bien c'est vrai qu'on se dit, oui, c'est peut-être génial ce que ce type a fait, donc ça n'enlève rien une fois encore à l'esthétique, à la beauté,
mais la jouissance qu'on en aura peut être altérée d'une façon ou d'une autre. Alors on peut passer au-dessus maintenant en disant, bah bon, voilà, la vie des gens, ça, on n'est pas responsable de ça, et en attendant, ça reste des œuvres extraordinaires. Évidemment qu'on se positionne comme on veut, mais on doit faire un petit effort. Il y a quelque chose là qui est un peu, il y a une magie, si on veut, qui est brisée d'une façon ou d'une autre. Ainsi, on apprend oui, que dans certains cas, certains peintres ont abusé de leur modèle. Bah, de nouveau, on se dira, bah oui, bah, n'empêche que ça fait une belle peinture quand même au bout du compte, mais le prix à payer est peut-être un peu lourd malgré tout. Enfin, voilà. Donc il y a des situations comme celle-là, évidemment, hein, où l'esthétique, effectivement, reste une esthétique extraordinaire, mais ça va être gâché parce que soit le vrai n'y est pas, soit le bien n'y est pas tout à fait, hein, et du coup, voilà, il y a quelque chose là qui ne tombe pas rond. Maintenant, si on prend un deuxième exemple, maintenant c'est l'œuvre, enfin ce qu'on va privilégier ici, c'est le geste qui est beau, qui est bien, qui est moralement, donc quelqu'un de généreux, quoi, si on, voilà, qui commet quelque chose là, qui fait quelque chose pour aider des gens, etc. Et c'est extraordinaire. Ben, évidemment, donc la personne peut faire une bonne action, hein, pour le dire simplement, et ça restera une bonne action quoi qu'il en soit, et on pourra féliciter la personne bien sûr. Mais c'est vrai que le fait d'apprécier cette belle action peut être altéré lorsque le beau ou le vrai n'y sont pas, ou en tout cas sont altérés. Donc par exemple, faire le bien, mais à travers des détours et des gestes et des maladresses, etc. Donc la façon de le faire n'y est pas du tout. C'est clair que on se dira, en attendant, on s'en fout, il a fait le bien et les gens qui en profitent ont bien raison d'en profiter, et donc c'est très bien pour ces personnes-là qui en avaient besoin, mais on se dira, mais n'empêche, quelle dépense d'énergie, enfin, il aurait pu le faire de manière beaucoup plus simple. Donc c'est vrai qu'il y a une élégance dans la façon de faire les choses qui, parfois, quand elle n'est pas présente, n'empêche pas que le bien qui est fait reste du bien, bien sûr, mais on se dit, il aurait pu faire ça quand même de façon beaucoup plus élégante, bien évidemment. Et puis, évidemment, à côté du beau geste qui accompagne le bien que l'on fait, il y a bien sûr le vrai, c'est-à-dire quand on découvre, par exemple, que quelqu'un qui a fait le bien, en apparence, et de fait, des gens ont bénéficié de son geste, eh bien, dans le fond, la personne l'a fait, non pas tellement parce qu'il voulait faire le bien, mais parce que ça lui permet d'en tirer, par exemple, un profit. Donc on pourrait imaginer ici, je ne sais pas, donc j'imagine un homme politique qui va s'occuper des Restos du Cœur, et comme par hasard, les journalistes l'ont appris, et comme par hasard, les journalistes viennent le filmer, en période d'élection. En attendant, il a aidé, il a passé sa journée à aider, c'est indéniable, et donc tout le monde est bien content pour les personnes qui ont pu en bénéficier, mais le doute s'installe, et ça suffit déjà à gâcher la fête. Hein. Est-ce qu'il l'a fait parce que vraiment il voulait le faire, ou est-ce qu'il l'a fait parce qu'il espérait pouvoir en retirer un avantage qui est éventuellement de séduire un électorat, hein, et d'avoir quelques voix en plus. C'est-à-dire quand il y a cette suspicion sur l'authenticité, ici le vrai ce sera l'authenticité du geste qui est fait, rien que la suspicion, c'est ça qui est terrible pour les gens honnêtes, mais rien que de suspecter éventuellement, parce qu'on pourrait imaginer le même homme politique qui fait ce qu'il a à faire, il n'a absolument prévenu personne, mais les Restos du Cœur ont par exemple prévenu les médias, ne fût-ce que pour faire de la publicité pour eux-mêmes, et du coup, les médias viennent, ce monsieur ou cette dame est filmé, et évidemment, on va suspecter, tiens, ça y est, on l'a filmé, ça évidemment, c'est encore un type qui récupère ça pour les élections, alors que ce n'était pas du tout son objectif, évidemment. Mais ça suffit déjà pour gâcher la fête, pour gâcher le fait qu'on va admirer ce geste-là. Hein, ce ne sera plus un geste qui sera perçu, effectivement, comme parfait, et comme étant tout à l'honneur de la personne. On pourrait dire aussi, pour le dire autrement, la personne qui s'en vanterait simplement. Donc je n'appelle pas les médias ni quoi que ce soit, mais je fais le bien parce que je pense que c'est important, mais je m'en vante en permanence. Ah, moi j'ai fait ceci, et moi j'ai fait ça, et moi j'ai... les personnes qui vont entendre la personne se vanter de ce qu'elle fait, elle a fait ce qu'elle a fait, c'est très bien, mais enfin, il y a une humilité qu'elle n'a pas qui gâche un peu finalement la beauté de ce qu'elle prétend avoir fait ici, bien évidemment. Donc, quand vous prenez une action qui est bonne, on se rend compte qu'elle sera d'autant plus parfaite et d'autant plus admirable, puisqu'ici on se met dans la place du spectateur, évidemment, qu'effectivement, elle est à la fois faite avec grâce, avec humilité, comme il faut le faire, et sans complications, et sans détours, etc. Et donc ça c'est la beauté du geste, et en même temps qu'elle est faite de manière authentique, avec des intentions qui sont des intentions justes. Dès que ces deux aspects-là ne sont plus présents,
ben, c'est vrai que c'est pas qu'on est dans le cauchemar, dans l'enfer ou dans le mal, ça reste évidemment une action positive, mais elle n'est pas aussi parfaite qu'elle aurait pu l'être. Et donc c'est vrai que le bonheur est déjà un peu raboté là aussi. Et puis si on prend le dernier exemple, qui est maintenant celui qui va mettre l'accent sur la vérité, hein, donc par exemple quelqu'un qui va écrire un texte, hein, donc il va essayer, un scientifique ou un philosophe, enfin peu importe qui, hein, quelqu'un qui va essayer de dire quelque chose qu'il estime être le plus vrai possible, de nouveau c'est la même chose, le bonheur que l'on aura d'entendre ou de lire ce qui aura été écrit va être gâché, ne sera plus un moment de perfection qui nous accomplit, lorsque quoi? Lorsque d'abord au niveau de la beauté, le style n'y est pas. Hein, donc dans un exposé oral, c'est vrai qu'une personne qui, pour une raison quelle qu'elle soit, enfin peu importe ici, ne s'exprimerait pas bien, serait toujours hésitant, n'arriverait pas à faire deux phrases qui se suivent et ce genre de choses, on veut bien l'écouter, peut-être que ce qu'elle dit est hyper important, c'est peut-être révolutionnaire même, mais à un moment donné, si elle est incompréhensible, si on va dire, ça ne va pas, quoi. Il n'y a plus de plaisir à l'entendre, évidemment, et pourtant ça n'enlève rien au contenu de ce qu'elle a à dire, bien sûr. Donc c'est vrai que, même chose quand on lit un texte, hein, si le texte est mal écrit, mal torché, comme on dit, à un moment donné, ou si c'est trop abstrait, trop compliqué, enfin illisible, quoi, hein, pour le dire simplement, qui n'a jamais démissionné finalement. C'est dommage parce que ce qui est écrit là-dedans, c'est peut-être très important, mais ça nous tombe des mains, enfin. Donc c'est vrai que le vrai peut être vrai autant qu'on le souhaite, s'il n'est pas dit d'une façon adéquate, on ne demande pas non plus que ça soit de l'orfèvrerie, mais si ce n'est pas dit d'une manière suffisamment élégante que pour pouvoir bénéficier du message, c'est vrai qu'en général, c'est même de la lassitude, de l'ennui, et à un moment donné, on n'en profite plus. Donc le vrai, pour être vrai, pour que ça devienne une expérience positive, a besoin d'avoir un minimum quand même d'esthétique, d'être dit, hein, ou exprimé d'une façon. Un film, on peut prendre n'importe quel exemple, hein, un documentaire pourrait être très intéressant parce qu'il apporte des informations vitales, mais si c'est mal filmé, etc., à un moment donné, on laisse tomber. Enfin voilà, donc quelle que soit la source, évidemment, ici, il y a la dimension esthétique. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est que quand on apprend maintenant, c'est comme pour l'œuvre d'art, évidemment, hein, de tout à l'heure, lorsqu'on apprend que l'auteur d'un propos qui serait vrai, une fois encore, ce n'est pas la vérité ici qui est mise en question, mais que les propos donc, qui sont vrais sont tenus par quelqu'un qui était une crapule, de nouveau, c'est comme pour tout à l'heure avec l'œuvre d'art, hein, l'œuvre belle, c'est clair que le plaisir est un peu gâché. Il suffit de prendre un exemple contemporain. Il y a 2-3 ans, on découvre que Heidegger, qui est un penseur qui a marqué le XXe siècle de façon bouleversante, qui a vraiment relancé la pensée et qui a été qui vraiment a été très important. Quand on découvre il y a 2-3 ans en lisant les cahiers noirs, donc qui sont ses mémoires, quoi, si on veut, que dans le fond il n'a jamais abandonné ses idées antisémites, depuis qu'on sait ça, on ne sait plus trop s'il faut encore raconter Heidegger, s'il faut encore se pencher sur lui, si on peut encore s'en réclamer d'une manière ou d'une autre. Ça n'enlève rien pourtant au génie de ce type dans le monde de la philosophie. Même des penseurs juifs se sont inspirés de lui d'ailleurs, donc c'est ça qui est terrible. Mais maintenant, quand on sait que finalement sur le plan politique c'était quelqu'un de vraiment peu recommandable, c'est le moins qu'on puisse dire, on voit bien que dans les milieux intellectuels, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Donc c'est vrai qu'un propos peut être vrai, le problème n'est pas là, mais s'il n'a pas le style qui lui convient, et si la personne qui tient ses propos est une personne qui, sur le plan moral, le plan du bien, s'en éloigne quand même fâcheusement, il n'y a rien à faire, la vérité elle-même sera finalement altérée. Donc qu'est-ce qu'une action parfaite? Donc première approche, c'est de dire une action parfaite qui nous accomplit, qui est un moment de grâce. C'est une action où le geste qui est posé et la chose qui est produite par le geste ou ce sur quoi se pose le geste, les deux sont parfaits. Et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est un accomplissement. Et puis si on veut aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'un geste parfait qui est posé sur un objet parfait? C'est un geste, c'est une activité qui, le plus possible, est belle, est bonne, et essaye d'être authentique ou d'être vraie, si on veut le dire de cette façon-là. Et donc voilà les 3 axes avec lesquels on doit essayer de jouer, si on veut essayer d'atteindre l'accomplissement de notre nature, parce qu'en tant qu'être humain, le beau, le vrai, le bien sont des axes importants,
Pour les animaux, on n'en sait rien. En tout cas, pour nous, êtres humains, manifestement, nous qui sommes doués de raison, ce sont des idées qui nous mobilisent. Et ce ne sont pas des idées qui sont aléatoires, arbitraires ou que sais-je. Ce sont des idées qui sont fondamentales. Et pourquoi sont-elles fondamentales, dit Aristote? Mais parce que c'est à travers cela qu'effectivement, donc, l'être humain s'accomplit. Une petite réflexion par rapport à ça, c'est que par conséquent, on comprend bien que dans notre culture, on a parfois cette tendance, me semble-t-il, de relativiser l'esthétique. Hein, du moment que les gens satisfont leurs besoins de base, que ça soit beau, que ça soit pas beau, on s'en fout. Si on voit que les trois dimensions sont importantes, dont l'esthétique, eh bien on se rend compte que l'esthétique, habiter un lieu que l'on estime beau, faire des choses que l'on veut être belles, passer du temps à cela, c'est jamais une perte de temps. C'est pas un luxe, c'est quelque chose qui répond à, non pas un besoin de base, c'est vrai qu'il faut d'abord manger, c'est une évidence, mais pour l'accomplissement de la nature humaine, le rapport à l'esthétique est également essentiel, aussi essentiel que le fait de manger des choses évidemment qui sont potables, hein, ou que d'essayer d'être dans un rapport le plus vrai possible finalement au monde. Donc l'art que l'on relègue souvent au statut de cinquième roue du carrosse, quand on fait c'est la chose, voilà, c'est quand on a les moyens que, en fait, c'est une manière de dévaloriser une chose qui est pourtant fondamentale pour l'être humain. Maintenant, petit problème. Donc on a une approche philosophique qui nous donne à penser, qui met des mots sur ce que serait l'accomplissement de l'être humain, pouvoir s'accomplir dans la perfection du bien, du beau et du vrai. Maintenant, évidemment, Aristote, c'est ça son intérêt, comment est un penseur très concret. Et là, parce qu'on pourrait se dire, évidemment, si on s'en tenait à ce que l'on a dit jusqu'à présent, dans le fond, oui, d'accord, mais tout ça c'est bien beau, mais c'est idéal, quoi. Hein, la vie est un peu plus compliquée. Mais justement, l'intérêt d'Aristote, c'est que c'est un penseur du concret, et il se rend compte que autant les trois dimensions, le geste parfait est un idéal, autant nous sommes toujours en situation. Nous sommes toujours engagés dans une vie concrète, où malheureusement les conditions ne sont pas toujours remplies pour pouvoir malheureusement accomplir la perfection. Et donc face à cette objection, donc par exemple dans ce qu'il dit, très clairement, c'est un des premiers penseurs, enfin en tout cas moi je n'en connais pas beaucoup, qui sont aussi cash et aussi concrets, qui disent pour que cette perfection soit possible, il y a des conditions effectivement qui doivent être remplies. Maintenant, il ne faut pas croire que ça se fait comme ça tout seul, évidemment par magie, il suffirait de le savoir pour que ça se réalise, mais pas du tout. Dans les conditions qu'il faut remplir, il y en a trois, au moins trois. La première, c'est que il faut avoir une vie qui est garantie, c'est-à-dire avoir les moyens de sa subsistance. Donc ça nous ramène au thème de l'argent, dont on disait tout à l'heure, c'est une bonne chose parce que ça permet de vivre, ça peut devenir un enfer aussi, mais enfin en attendant, donc l'argent qui aide à vivre, qui permet de satisfaire ses besoins de base, c'est un des éléments. C'est clair que pour rester très concret donc, mais c'est l'objet d'Aristote ici, la personne qui n'a vraiment plus rien, son problème c'est plus la perfection, c'est sa survie évidemment, et puis après on verra. Mais n'empêche qu'en garantissant notre survie, c'est ça que montre Aristote et plein d'autres penseurs, ce n'est pas une idée révolutionnaire, c'est qu'on ne peut pas se contenter de survivre pour survivre. Pourquoi veut-on survivre? Tout simplement pour se donner une chance de pouvoir enfin accomplir ce à quoi nous sommes destinés, évidemment. Donc la vie en soi n'est pas justifiée, si ce n'est qu'elle est ce qui nous permet de pouvoir accomplir qui nous sommes. Donc, première condition, évidemment, il faut quand même avoir au moins les moyens d'assurer sa vie pour qu'on puisse être disponible pour pouvoir alors maintenant essayer d'accomplir notre nature. Deuxième chose, évidemment, il faut la santé. C'est clair que quelqu'un qui est malade ou qui est confronté à de graves problèmes de santé, sa question c'est de se soigner maintenant, c'est pas de commencer à faire des choses jolies et de commencer à broder ou je ne sais pas quoi. Donc c'est une évidence qu'il est ramené lui aussi à des questions de survie bien sûr. Donc il faut avoir la santé qui permet de s'investir dans une œuvre, puisque souvenons-nous, le bonheur n'est pas un état qui nous tomberait dessus, quoi qu'on fasse ou même quand on ne fait rien, le bonheur est une activité. Et donc si on n'a pas la santé pour pouvoir agir, si je suis tétraplégique par exemple, et que moi j'avais du bonheur à marcher, on peut comprendre que ça soit un peu difficile à ce moment-là, bien sûr, ça c'est une évidence. Donc il faut la santé qui permette de mener des actions. Et puis troisième chose, il faut un peu la chance
la chance qui fait que les circonstances se prêtent à pouvoir le faire. Donc parce que je peux être en bonne santé et avoir les moyens de vivre, mais si le sort s'acharne sur moi par exemple, ou bien si jamais les conditions sont réunies pour que je puisse avoir du temps pour faire des choses jolies ou que sais-je d'autre, ben, c'est une évidence que malheureusement j'aurais peut-être pu, j'avais les moyens, mais les circonstances ont fait que c'était jamais possible pour moi quand même. Donc il faut qu'au minimum, pour que l'accomplissement de la nature humaine se réalise, eh bien que des circonstances qui ne dépendent pas toujours de nous soient assurées, les moyens de subsistance, la santé et les circonstances extérieures qui font que, si on est en période de guerre par exemple, c'est clair que là aussi on est ramené à des questions de survie plus qu'à des accomplissements, l'accomplissement d'un idéal, bien évidemment. Donc toujours est-il que, et on voit à travers ce genre de réflexion que donc c'est les épicuriens qui ne sont pas loin. Donc c'est comment pouvoir être heureux dans des conditions comme celle-là. Ce sont les stoïciens. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas l'ensemble des données autour de nous, et donc ce sont les stoïciens qui vont se demander mais comment du coup pouvoir être heureux même quand les circonstances évidemment se retournent contre nous. Mais enfin Aristote, c'est pas tout à fait ce chemin-là qu'il va suivre lui. Donc lui, ce qu'il va se demander, c'est ceci, c'est puisque nous dépendons des circonstances dans lesquelles nous vivons, et puisque les circonstances nous échappent un peu, ne sont pas toujours positives, ne sont pas toujours au beau fixe, la question est la suivante, c'est non pas comment déprimer, se résigner et finalement abandonner la question du bonheur, c'est plutôt comment, dans ces circonstances que nous vivons, qui sont parfois des circonstances difficiles, en tout cas jamais parfaites dans le monde dans lequel nous vivons, c'est comment essayer d'atteindre la plus grande perfection possible. Donc on passe ici, en d'autres termes, de l'idéal du bonheur comme perfection accomplie, à maintenant la vie concrète. Et donc c'est évidemment ce qui fait l'originalité d'Aristote. C'est évidemment, ça c'est l'idéal qui doit nous servir de phare, si on veut. Mais en attendant, nous vivons ici-bas. En attendant, la vie n'est pas facile. Et donc, ce n'est pas de tomber dans la résignation, ce n'est pas la résignation qui s'impose. Ce que l'on doit faire, c'est se demander comment être le plus heureux possible, donc dans les circonstances telles que nous le connaissons, quel que soit le statut qu'on peut avoir, quelle que soit la vie que l'on peut mener. Et pour y parvenir, et c'est là qu'on va commencer à jouer avec la nature humaine, qu'on va essayer de l'accomplir. Eh bien, que doit-on faire? Eh bien, ce que l'on doit faire, c'est utiliser notre raison. Et c'est tout le thème chez Aristote de ce qu'il appelle la délibération, donc la phronésis, donc la capacité que nous avons de raisonner. Donc ça, c'est la raison évidemment qui le fait, et qui nous permet, dans les circonstances toujours particulières dans lesquelles nous sommes, qui nous permet de viser autant que faire se peut, le plus grand bien possible, ou si on veut, donc pour rester dans le vocabulaire utilisé ici, la plus grande perfection possible, qui sera celle qui pourra nous rendre le plus heureux possible. Donc c'est la capacité de délibérer. Que vais-je faire dans les circonstances qui ne sont pas idéales? Et donc pour savoir que faire dans les circonstances qui ne sont jamais idéales, donc c'est la prudence, on appelle ça aussi la prudence aristotélicienne. Mais la prudence aristotélicienne, donc faire attention, ça ne veut pas dire je vais être prudent, je vais être modeste, je veux faire attention, c'est pas ça. La prudence ici, donc le mot, la traduction n'est pas la plus heureuse. Donc la prudence, c'est la capacité de délibérer de manière juste. C'est juste ça. Donc c'est pas faire n'importe quoi. C'est non pas être prudent et être sur ses réserves, c'est viser le plus grand bien possible en réfléchissant et en calculant son coût par conséquent. Et ce plus grand bien, voici comment Aristote va le formuler. Il va dire, quand on est toujours dans des circonstances concrètes et matérielles, ce qui est susceptible de nous rendre heureux, c'est donc le plus grand bien possible dans ces circonstances, et ce plus grand bien possible, je vais donner des exemples tout de suite, c'est tout simplement un juste milieu. Un juste milieu, donc c'est ce qu'il appellera la vertu, donc c'est en étant vertueux, c'est-à-dire en atteignant le juste milieu, que l'on va pouvoir être le plus heureux possible. Alors maintenant, il faut comprendre ce qu'on veut dire par le juste milieu, parce qu'il y a des compréhensions erronées qu'il faut évacuer tout de suite. Le juste milieu, ce n'est pas le moyen terme entre rien du tout et le plus grand bien possible. Donc on pourrait penser ça. Donc le juste milieu, c'est, par exemple, je pourrais donner 10 € à une personne qui a besoin d'argent, mais je vais viser le juste milieu qui est entre 0 et 10, c'est 5, donc je donne 5 €. Je pourrais donner 10, mais je donne le juste milieu. C'est pas ça du tout. Donc évidemment, le juste milieu pour Aristote, c'est le plus grand bien possible. Donc ça veut dire c'est les 10 €. Mais les 10 € que je peux donner, et j'aurai du bonheur à donner tout ce que je peux donner pour aider quelqu'un, donc ce sera un moment de bonheur effectivement, c'est vrai que, curieusement, c'est un juste milieu entre deux extrêmes qui, eux,
peuvent me rendre malheureux, vont me rendre malheureux, vont me faire tomber dans le malheur. Alors, je vais donner des exemples tout de suite. Il y a effectivement, donc en restant d'abord sur l'image que j'ai utilisée ici, le rapport à l'argent. Eh bien, c'est vrai que chez Aristote, la vertu, donc l'attitude la plus juste en fonction des moyens qui sont les nôtres, et donc ça dépend de chacun d'entre nous par conséquent. Donc il y a pas, Aristote ne dira jamais, ben voilà, quand on a un peu d'argent, il est clair que tout le monde doit donner 100 euros à tout le monde, quoi. Ben non, c'est pas ça qu'il va dire. Ce qu'il va dire, c'est en fonction des moyens dont on dispose, et ça varie donc d'un individu à l'autre, ce que l'on doit toujours viser, c'est le juste milieu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire donner tout ce qu'on est capable de donner pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Et c'est vrai qu'on a normalement du bonheur à pouvoir le faire, quand on a la chance de pouvoir le faire, et ce bonheur de donner ce qui convient, tout ce qu'on peut donner, se trouve entre deux extrêmes. Le premier extrême, donc ça c'est le degré zéro, qui est source effectivement de malheur, bien souvent, c'est l'avarice. Je pourrais donner, mais je ne donne rien. Et de vivre ainsi en comptant ses sous, en ayant l'impression que quand on donne une pièce, on arrache la main avec, enfin, voilà, c'est de vivre dans la souffrance de ne pas avoir, de ne plus avoir, la peur d'être volé, enfin, c'est tous les symptômes liés à l'avarice, effectivement, et c'est une souffrance. Donc avoir cette liberté de pouvoir donner tout ce que l'on peut donner, ben, c'est une légèreté, c'est un bonheur, effectivement, et qui nous éloigne d'un premier extrême, qui est l'avarice. Et puis de l'autre côté, ben, évidemment, il y a un autre extrême qui est de donner plus qu'on est capable de donner, de telle sorte que ben, j'aurais dilapidé tout ce que j'ai, et au final, qu'est-ce qui va en résulter? Eh bien, il y avait les pauvres que je voulais aider, ou les personnes qui en avaient besoin, qui ont elles-mêmes ben, tout dépensé parce qu'elles ont de tels besoins qu'évidemment, c'est pas pour faire des économies qu'elles demandent de l'argent, et en même temps, maintenant, je deviens pauvre moi aussi à mon tour. Et donc c'est vrai que le fait de donner trop, au-delà des moyens que l'on a, c'est une façon finalement de se mettre en danger et in fine de se rendre malheureux et peut-être d'entraîner dans sa chute d'ailleurs sa famille, ses enfants, etc., etc. Et donc Aristote va dire, l'attitude la plus juste qui nous permettra de goûter le bonheur le plus grand, c'est de délibérer pour savoir mais qu'est-ce que je peux faire pour aider des personnes qui en ont besoin, si pour moi ça a du sens d'agir dans ce sens-là, et c'est de donner tout ce que je peux donner, du moment que ça me permet d'éviter l'avarice, et que de l'autre côté, ça me permet d'éviter ce qu'on appelle la prodigalité, donc le fait de donner plus que l'on a et finalement de se mettre soi-même en danger. Donc deuxième exemple, c'est face au danger, il y a une attitude effectivement qui va procurer une satisfaction, qui est une première, qui est une forme de bonheur finalement, c'est d'avoir été courageux. Le courage, c'est une vertu, c'est un moyen terme entre deux extrêmes, effectivement, c'est d'un côté la peur ou la lâcheté. Donc c'est clair que quand on a la conviction qu'on a fui et qu'on aurait peut-être pu quand même se battre, on n'est pas très fier de soi. Et donc il n'y a pas de bonheur, c'est plutôt un regret dans lequel on sera. Par contre, dans le courage, on se dit, voilà, je me suis battu, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, ou bien j'ai fui. Mais ça demande du courage de fuir, bien sûr, parce que les autres vont peut-être me juger, etc. Mais c'était l'attitude la plus juste, et donc j'assume voilà, le reproche des autres, mais c'était ce que j'avais à faire dans cette situation, et c'est courageux d'assumer du coup les reproches des autres, bien entendu. Donc d'un côté, c'est la lâcheté, évidemment, qui sera un extrême, ça c'est le niveau zéro, si on veut, et puis de l'autre côté, bien sûr, où là aussi, on va s'inquiéter, en tout cas il n'y aura pas de bonheur dans ce contexte-là, c'est ce qu'on appelle la témérité. Donc être trop téméraire, ne pas réfléchir, foncer tête baissée, et puis on va se dire, ouf, j'ai eu de la chance quand effectivement on est passé entre les mailles du filet, mais on se dit, en tout cas pas deux fois, la prochaine fois je vais réfléchir quand même. Et on voit bien que même si on est content d'être passé à travers les mailles du filet, mais le fait de ne pas avoir compris tous les enjeux et tous les dangers qu'il y avait, et d'avoir couru un peu trop vite finalement, procure finalement un sentiment de prudence ou bien de crainte pour l'avenir ou ce genre de choses. Et donc c'est vrai que Aristote va dire le courage, qui est souvent admiré d'ailleurs par les autres, procure ce sentiment d'avoir été juste, d'avoir fait ce qu'il y avait à faire, de ne pas avoir baissé les bras, d'avoir réfléchi, de ne pas avoir foncé tête baissée, d'avoir été comme on est censé l'être. Un être humain, n'oublions pas, qui est accompli, c'est quelqu'un qui s'accomplit jusque dans sa raison, et c'est vrai que la témérité, c'est la raison qui est biffée ici, qui est supprimée, je ne réfléchis pas, je fais n'importe quoi pour essayer de m'en sortir. Non.
un être humain qui s'accomplit, réfléchit et est courageux comme il le doit, hein, quelles que soient les circonstances, bien évidemment. Autre exemple encore, je donne 2, 3 exemples pour essayer d'illustrer les choses. Il y a le rapport au plaisir, hein, dont on a déjà parlé. Ben, finalement, que va dire Aristote par rapport au plaisir? Hein, on a vu qu'il critiquait le plaisir qui est recherché pour lui-même et qui nous emmène dans tous les sens, et finalement on est ballotté par les circonstances, on va toujours là où on a l'impression qu'on aura le plus de plaisir, et finalement ces plaisirs se retournent en souffrance et ça nous détruit. Et même si finalement on a eu un peu de chance, en tout cas d'avoir papillonné dans tous les sens, il y a plein d'auteurs qui disent ça évidemment, hein, c'est qu'on additionne peut-être des moments de plaisir, effectivement, mais on ne construit rien, on a été le jouet des circonstances puisqu'on a suivi la pente, si on veut, et finalement, on n'est personne. Donc c'est vrai qu'il y a toute une éducation du plaisir, et là c'est les épicuriens qui vont reprendre cette idée-là. Il y a toute une éducation des plaisirs, effectivement, qui s'impose. Hein, donc quel est le juste milieu dans les plaisirs? Eh bien, c'est tout simplement de jouir, alors voilà comment Aristote va le dire, de jouir des plaisirs qu'il convient d'avoir. C'est-à-dire tous ceux qui effectivement sont liés à notre nature et épanouissent notre nature humaine. Donc ça préfigure Épicure, hein. Donc ça veut dire que ça demande qu'on s'écarte effectivement de tous les plaisirs qui peuvent nous détruire, par conséquent. Donc ça suppose qu'on sache qui nous sommes comme êtres humains, de quoi nous avons besoin, et une fois qu'on tente d'accomplir ces désirs-là, et donc qu'on essaye d'avoir du plaisir dans ce sens-là, en s'écartant des plaisirs qui peuvent nous détruire, c'est clair que l'on s'accomplit tout simplement. Et les plaisirs, ce n'est pas simplement les affects, évidemment, c'est les plaisirs jusque dans le plaisir de penser, de raisonner, puisque nous sommes des êtres doués de raison, bien évidemment. En attendant, ce juste rapport au plaisir, qui ne recherche que les plaisirs qu'il convient, se situe entre 2 extrêmes, de nouveau. Alors le premier extrême, c'est le degré 0, ça veut dire quoi? C'est l'insensibilité. Il y a des gens qui vont se méfier du plaisir, de tous les plaisirs, et nier effectivement le plaisir que l'on peut vivre, c'est une façon de ne pas épanouir qui nous sommes. Nous sommes faits pour avoir du plaisir, bien sûr. Donc l'insensibilité sera un extrême qui ne prouve pas du tout qu'on est fort et qu'on est au-dessus de tout ça, je ne sais pas quoi. C'est une manière, tout simplement, c'est une manière malheureuse d'être courageux, si on voulait reprendre le courage. Puisque ce serait un courage qui porterait sur quelque chose, donc le résister à tous les plaisirs, ce serait un courage qui porterait sur quelque chose qu'il faut justement s'autoriser à vivre. Donc l'insensibilité, c'est une façon de nier qui nous sommes. Et par conséquent, évidemment, ça ne peut pas être une vertu. Et de l'autre côté, comment tous les plaisirs, n'importe comment, donc l'excès de plaisir, si on veut, c'est ce qui peut nous perdre et nous détruire. Et donc, vertu dans le fait de se connaître, de savoir ce qui nous procure du plaisir, de la jouissance, et essayer de le cultiver le plus possible. Donc et dans la même démarche d'ailleurs, ça c'est important, on y reviendra tout à l'heure, ça veut dire aussi qu'on a peut-être une tendance naturelle donc à rechercher tous les plaisirs, on voit bien qu'il faut les éduquer, qu'il faut essayer de faire le tri parmi tout ce qui est tentant, tout ce qu'on voudrait bien faire, mais c'est vrai aussi vis-à-vis de la souffrance, remarquons. C'est-à-dire que dans la souffrance, on a tendance plutôt à la fuir, mais rien qu'en disant déjà qu'il y a des plaisirs desquels il faut pouvoir se détourner, on laisse entendre que ce n'est pas facile de renoncer. Et par conséquent, c'est de la souffrance. Mais n'empêche que par conséquent, il y a des souffrances desquelles il faut se détourner, et on a bien raison de ne pas vouloir souffrir de ces souffrances-là, mais il y a peut-être des souffrances, comme par exemple les efforts qu'on doit faire, pour prendre un exemple concret, il y a des souffrances que nous devons être capables de pouvoir supporter, parce que c'est en les traversant qu'on peut alors effectivement donc accomplir ce que nous sommes. Et donc on voit bien que la position d'Aristote par rapport à la question des plaisirs, donc c'est pas de dire il faut du plaisir et il faut essayer d'évacuer la souffrance, c'est il faut les plaisirs qu'il convient, comme j'ai dit à l'instant, et il faut pouvoir supporter les souffrances qu'il convient aussi dans une existence humaine. Et c'est quand on arrive à comprendre ça, donc les efforts par exemple, et c'est quand on arrive à vivre ça que du coup on accomplit la nature qui est la nôtre. Alors, autre exemple encore, je vais donner un dernier exemple, par rapport au projet que l'on pourrait avoir, c'est clair que il y a la vertu qui consiste à avoir de justes ambitions. Donc c'est-à-dire avoir des projets, vouloir être mieux que je ne suis aujourd'hui, ce genre de choses. Il y a des ambitions qui sont tout à fait à propos, qui sont justes, et d'avoir cette lucidité, par le biais de la raison, des ambitions qui sont tout à fait légitimes et que je peux revendiquer, et de faire tout du coup pour essayer de les accomplir, c'est vertu.
Et il y a une jouissance, effectivement, de soi-même, donc un bonheur, si on veut, à essayer, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, d'essayer d'atteindre les ambitions, les objectifs, finalement, que l'on voulait atteindre. Et puis, évidemment, cette justesse-là, qui est un bonheur en soi, se situe entre deux extrêmes, évidemment. C'est d'un côté l'absence d'ambition, la personne qui ne veut rien. Le dépressif, si on veut, c'est vrai que si on prend l'exemple du dépressif, c'est une souffrance, il n'y a pas de bonheur là-dedans. Hein, la personne qui, voilà, m'en fout, moi, tout, plus d'ambition du tout. Et en même temps, l'autre extrême qui va nous rendre malheureux, ce sont les ambitions excessives, qui sont tellement excessives qu'on va échouer, évidemment, parce qu'on n'a pas bien vu, on n'a pas bien compris, évidemment, ce dont on était capable, ce que l'on pouvait faire, et évidemment de vivre des échecs, échec sur échec, parce que les ambitions que l'on a sont mal placées ou sont excessives, à un moment donné, ça peut briser un homme, évidemment. Donc c'est tout l'art de pouvoir avoir les ambitions que l'on doit avoir, ou que l'on peut avoir, qui demanderont des efforts sans doute, mais d'être dans la justesse par rapport à ces ambitions. Voilà, quelqu'un qui dira, moi je ne suis pas fait pour être directeur président général, c'est pas mon truc. Donc j'y renonce. Et je renonce à quoi? Quelque chose qui est impossible pour moi, parce que je sais qui je suis. Et je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour diriger des équipes. Et du coup, voilà, je me mets à ma place, et là, par contre, j'essaye de faire tout ce que j'ai à faire, donc j'ai des ambitions dans la place qui me revient étant donné ma nature. C'est vrai que ce que je fais quand je fais une chose pareille, c'est me garantir la possibilité d'être heureux. Et il y a une jouissance à savoir qu'on est à sa place, qu'on fait les choses que l'on peut faire, et qu'on essaye d'aller le plus loin là-dedans, parce que c'est possible, étant donné que je suis effectivement à ma place. Vous avez Rousseau qui défendra un peu ce genre d'idée, par exemple, quand il parlera de la question du bonheur. Alors, à propos d'Aristote, peut-être, pour revenir à l'éthique à Nicomaque, qui est l'ouvrage qu'on a essayé de suivre ici, Aristote termine cet ouvrage par de très belles réflexions qui valent la peine d'être lues sur l'amitié. L'amitié qui est vue comme l'une des expériences peut-être privilégiées où on peut être heureux. Donc de nouveau, l'amitié n'est pas un état de fait. Hein, donc qu'on se souvienne, l'amitié c'est une activité. Donc on fait des choses avec ses amis si on veut, on essaye d'entretenir au moins une amitié. Hein, donc c'est pas la chose qui nous arrive et puis on n'a rien fait pour, et puis c'est curieux, ça dure tout seul. Non, enfin voilà, une amitié ça se vit, donc c'est une activité bien évidemment. Et quand il parle de l'amitié, il a de belles analyses, je trouve, qui méritent d'être partagées. Il dit ceci, d'abord évidemment, pour comprendre en quoi l'amitié ou en quel sens l'amitié peut être associée au bonheur, il faut peut-être faire des distinctions. Et il propose trois distinctions. Enfin, trois formes d'amitié finalement, dont une seule, la dernière évidemment, est associée au bonheur. Il va dire d'abord il y a des gens qui sont des amis, mais ce qui les motive c'est le plaisir qu'ils en retirent. Donc c'est des amitiés par plaisir si on veut. Mais évidemment on comprend bien que ce genre d'amitié est une amitié très fragile. C'est-à-dire je suis avec quelqu'un parce que je m'amuse bien avec, mais le jour où il connaît des épreuves dans sa vie, ou bien le jour où le type n'est plus très marrant, basta, hein, je bazarde et je vais chercher quelqu'un d'autre, évidemment. Donc on comprend bien qu'une amitié bâtie sur le plaisir d'être ensemble, et rien que sur le plaisir, hein, donc d'être ensemble, c'est une amitié qui est éminemment fragile, il suffit que le plaisir ne soit plus présent, et évidemment c'est exactement comme dans l'amour, hein, si on veut. C'est vrai que si on bâtit toute une relation amoureuse uniquement sur le plaisir qu'on en retire, tant qu'il y a du plaisir, tant mieux. Mais c'est évidemment un amour qui est terriblement fragile, puisque le plaisir qu'on a à être avec l'autre, on ne le maîtrise pas vraiment, et donc ça passe comme ça vient, et voilà. Enfin, toujours est-il que voilà, donc premier type d'amitié qui procure du plaisir, et donc on l'a dit tout à l'heure, entre le bonheur et le plaisir, il y a quand même un lien, mais s'il n'y a que du plaisir, hein, souvenez-vous, nous sommes aussi des êtres doués de raison, évidemment, hein, s'il n'y a que du plaisir, et si nous sommes à la merci des plaisirs qui s'enchaînent, nous allons papillonner comme ça d'une relation à l'autre, et rien ne va être construit, et par conséquent, nous pourrons peut-être même souffrir, ou faire souffrir d'abord des soi-disant amis, et puis souffrir soi-même d'être abandonné par d'autres, hein, qui eux aussi évidemment recherchaient du plaisir dans les relations. Et puis, dit Aristote, il y a une autre façon une autre façon d'être en amitié, c'est l'amitié qui est basée sur l'utilité. L'utilité, donc, c'est par exemple, voilà, je suis l'ami de mon plombier, parce que j'ai besoin de mon plombier. En fait, c'est un type insupportable. Mais peu importe, je suis gentil avec lui parce que quand je l'appelle, j'ai envie qu'il vienne vite, évidemment. Donc j'entretiens là une espèce d'amitié très intéressée, bien évidemment, avec mon plombier, avec le boulanger, avec qui vous voulez, peu importe, parce que j'y ai intérêt. Mais on comprend aussi que c'est une espèce d'exploitation de l'autre, finalement, évidemment. Donc c'est un rapport utilitaire ici.
Ce qui veut dire qu'en soi, évidemment, si j'avais pas besoin de mon plombier, c'est clair que je ne ferais rien avec lui, enfin, je ne l'inviterais jamais chez moi, ni quoi que ce soit, bien évidemment. Donc, en d'autres termes, ce sont des amitiés très fragiles, là aussi, ou des amitiés qui peuvent être durables, parce que j'ai besoin de mon plombier jusqu'à mon dernier jour, évidemment. Hein, si j'ai une maison qu'il faudrait, voilà, on ne sait jamais tout ce qui peut arriver dans une maison. Mais en attendant, donc, c'est une amitié intéressée, hein, et qui n'en est pas une vraie, bien évidemment. Donc, c'est une amitié hypocrite, pourrait-on dire, finalement. Donc ça, c'est une deuxième forme d'amitié possible, qui n'empêche pas que c'est intéressant d'avoir des amis qui peuvent rendre un service, mais enfin, donc il y a aussi un lien avec le bonheur qui n'est pas, ou un certain bonheur en tout cas qui n'est pas absent, mais c'est un bonheur qui est évidemment un peu au rabais ici, qui n'est pas durable comme tel. Et puis vous avez une troisième forme d'amitié, et c'est l'amitié, on en a parlé tout à l'heure, entre personnes vertueuses. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas simplement dans l'utile. Je ne suis pas en amitié avec quelqu'un parce que ça me rapporte quelque chose. Ce n'est pas simplement non plus le plaisir, même si mon ami vit des moments difficiles et que ce n'est plus très heureux d'être avec lui, parce que maintenant, voilà, si on va le voir, on va voir quelqu'un qui va mal, n'empêche que je reste l'ami de cette personne-là. Donc on est au-delà du plaisir, même si bien souvent, même chez les vertueux, il y a du plaisir à être ensemble. On est au-delà de l'utile, même si entre vertueux, un ami peut rendre un service, bien évidemment, on est dans quelque chose d'autre, c'est une autre dimension. Et c'est donc la rencontre de deux personnes, effectivement, donc, qui sont toutes les deux vertueuses, qui sont des personnes accomplies, aussi bien sur le plan du plaisir qu'elles ressentent, puisqu'elles restent des personnes de plaisir, mais que sur le plan de la raison. Et c'est vrai qu'il y a là, quand on a une amitié d'âme, ainsi, entre deux personnes vertueuses, on a là une relation qui est tout à fait bizarre, qui est tout à fait unique, et qui est un véritable accomplissement pour les deux personnes concernées, où aucune des deux n'a l'impression d'être exploitée par l'autre, ou d'être le faire-valoir de l'autre, bien évidemment. Alors voici comment Aristote explique pourquoi ce type d'amitié particulière peut être rare dans une vie, hein, amitié d'âme, pourquoi effectivement elle est une façon d'accomplir le bonheur. D'abord parce que, on l'a dit, elle joue sur tous les tableaux. Donc à la fois c'est le plaisir d'être ensemble, mais le plaisir d'être ensemble en tant que nous sommes des êtres doués de raison et où il y a une complicité au niveau de la raison bien évidemment. Donc c'est d'abord toute la personne, si on veut, qui est engagée dans ce type de relation. Mais voici ce qu'il raconte ensuite pour montrer qu'il y a là un cercle vertueux qui se met en place. Je suis donc en face de quelqu'un, si j'ai la chance de vivre une telle amitié, en face de quelqu'un qui est une personne vertueuse. Et être une personne vertueuse, ça veut dire donc c'est une personne qui est accomplie, autant que faire se peut, selon les circonstances dans lesquelles elle se trouve, hein, n'oublions pas, mais étant accomplie le plus possible, ou cherchant à l'être en permanence, c'est une personne qui vit déjà un bonheur d'être qui elle est. Hein, puisque souvenons-nous, c'est le fait de s'accomplir qui procure une jouissance, qui est déjà le bonheur, non pas comme résultat, mais dans l'acte par lequel on essaye de s'accomplir. Moi qui suis face à cette personne qui est déjà une personne accomplie, évidemment, je me retrouve à me réjouir d'avoir la chance extraordinaire d'être l'ami de quelqu'un qui est une personne accomplie, évidemment. Hein, donc je me dis, là c'est terrible, enfin, c'est une chance incroyable, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes peut-être qui sont des personnes évidemment accomplies. Donc je me réjouis, effectivement, de pouvoir être l'ami de quelqu'un qui est quelqu'un de vertueux, qui essaye du moins de l'être autant que faire se peut. Et du coup, puisque je me réjouis de la chose, maintenant si on se place du côté de l'ami lui-même va se réjouir de voir que ce qu'il est, lui, en tant que personne qui essaye d'être vertueuse, ça réjouit son ami, bien sûr, c'est-à-dire ça me réjouit moi. Et par conséquent, de voir que ce qu'il est, simplement ce qu'il est, même s'il ne sert à rien, même s'il n'est utile à rien, en rien à son ami, etc. Mais rien que le fait d'être quelqu'un de vertueux, de voir que ça rend heureux l'autre, évidemment, comment voulez-vous échapper à la chose? Ça le rend d'autant plus heureux. Et donc voilà que vous avez un cercle vertueux qui va s'instaurer, dit Aristote, où l'amitié, nous sommes des êtres de langage, nous sommes des êtres politiques, nous sommes des êtres de relations, notre nature, c'est pas de vivre tout seul, c'est de vivre avec d'autres. Et bien d'avoir la chance de vivre avec des personnes qui elles-mêmes sont vertueuses, et bien c'est vrai, c'est de s'installer, sans avoir besoin d'y penser évidemment, hein, c'est de s'installer dans ce cercle vertueux où je me réjouis de ce qu'est l'autre, qui lui-même se réjouit de me voir, me réjouir de lui, hein, d'avoir la chance d'être en relation avec lui, et voyant que l'autre se réjouit effectivement de ce que je me réjouis, ça me rend d'autant plus heureux moi-même, et ok, c'est parti, et vous êtes dans une relation là qui, pour Aristote, est une relation extraordinaire, on pourrait dire aujourd'hui une relation magique.
hors du temps, quelque chose qui a à voir, hein, et c'est pour ça qu'il en parle tout à la fin de l'éthique à Nicomaque, qui a peut-être à voir avec l'éternité. Une relation qui est comme hors du temps, qui s'entretient elle-même, où on n'a pas besoin de faire grand-chose, enfin c'est une activité. On est ensemble, on partage des choses, mais où il n'y a pas à ruser, il n'y a pas à calculer, enfin voilà, une espèce de simplicité dans le plaisir d'être ensemble, évidemment. Alors évidemment, dans ces quelques paragraphes où il parle de l'amitié, dans ces quelques chapitres où il parle de l'amitié, il y a une question à un moment donné qui est assez intéressante, qui vient et qui dit, mais dans le fond, est-ce que ce n'est pas comprendre quand même l'amitié d'une façon, enfin, qui s'appuie sur une espèce d'égoïsme? C'est le plaisir que j'ai, hein, d'être avec l'autre qui fait que... Enfin, alors ça crée peut-être un cercle vertueux, mais enfin, il y a quelque chose d'égoïste là-dedans. Voilà, en fonction du plaisir que j'ai. Enfin, bon. Et la réponse d'Aristote par rapport à ce qui pourrait être là une objection, hein, est ben, qu'effectivement, c'est bien une amitié qui est égoïste. Mais ce qu'il va proposer, c'est ceci, c'est que le problème, c'est pas que ça soit égoïste, le problème, c'est de comprendre comment est vécu cet égoïsme. Et dans le fond, on est toujours pour lui des personnes égoïstes, c'est-à-dire qu'on ne peut vivre que selon le plaisir ou la souffrance que l'on ressent. On ne peut jamais vivre que par rapport à soi-même, on ne vit pas la vie des autres, quoi. On est toujours lié à soi, bien sûr. Donc il y a une espèce d'égocentrisme ou d'égoïsme, si on veut, mais qui peut être vécu donc de deux manières. Soit on est dans un égoïsme pervers, c'est-à-dire un égoïsme où effectivement je vais vivre ma vie au détriment des autres, et donc dans ce cas-là, ce sera par exemple l'amitié selon l'utile. Hein, donc j'exploite les gens, je leur fais croire que je suis un ami pour eux, mais en fait ce que je vise évidemment c'est la relation qui va me permettre de les exploiter quand j'en aurai besoin. Donc là c'est clairement un égoïsme pervers ou négatif si on veut. Et puis dit Aristote, il y a un égoïsme qui est l'égoïsme de l'homme heureux, de l'homme vertueux, c'est-à-dire, et on comprend en quoi c'est pas une exploitation ou une instrumentalisation de l'autre, c'est le fait que je me réjouis effectivement de ce que l'autre qui est en face de moi est, donc en tant qu'il est une personne vertueuse, et donc c'est vrai que ça me procure un plaisir incroyable, un bonheur de pouvoir côtoyer une personne comme celle-là, mais n'empêche que, et c'est là qu'on n'est pas dans la perversion évidemment, de me réjouir ainsi d'être en compagnie, en bonne compagnie, eh bien ça réjouit celui en compagnie de qui je suis, qui a du plaisir lui à voir effectivement que je me réjouis de qui il est, et par conséquent, donc c'est un égoïsme certes, donc chacun des deux amis ne vit jamais que son bonheur à lui, mais n'empêche que ça alimente le bonheur de l'autre aussi, il n'y a aucune idée d'instrumentaliser quoi que ce soit dans l'affaire, et par conséquent c'est un accomplissement. Donc la question c'est par rapport à notre éducation qu'on pourrait peut-être qualifier de judéo-chrétienne ici, hein, où on a vanté une espèce d'altruisme, de don de soi, désintéressé, ben, on dira même celui qui effectivement donne sa vie, même celui qui soi-disant commet un don désintéressé a du plaisir à le faire, évidemment. Et ça n'enlève rien à la beauté du geste qu'il mène, enfin qu'il produit. Mais de ne pas voir, c'est là qu'on vit dans l'ignorance de qui on est, hein, quand on ne voit plus ça, de ne pas voir effectivement que la personne qui donne sa vie le fait parce que c'est encore ce qui a le plus de sens pour elle, c'est encore ce qui va justifier son existence finalement. Elle ne pourrait plus se regarder dans une glace si elle ne le faisait pas, quoi, pour le dire simplement. Ben, on pourrait dire, ben oui, donc il y a une dimension égoïste effectivement. Elle le fait aussi pour elle parce que ça a du sens pour elle. Et remarquez bien que par rapport à celui qui reçoit le don de cette personne, qui irait jusqu'à donner sa vie éventuellement, ben, est-ce qu'il n'y a pas un bonheur effectivement à pouvoir reconnaître que l'autre avait du plaisir à donner ce qu'il a donné? Hein, donc comparé à la situation où l'autre ne fait que donner sans avoir du plaisir à donner, hein, ben on serait presque gêné de prendre le cadeau qu'il nous donne, enfin. Ben, si tu n'as pas de plaisir à le donner, reprends-le, quoi. Et on se réjouit au contraire de prendre quelque chose, et on le prend avec d'autant plus de bonne conscience qu'on voit que l'autre est heureux de donner ce qu'il donne. Et donc de dire maintenant, ben, il le fait parce que ça le rend heureux, ben non, il le fait parce que ça le rend heureux aussi. Mais il le fait parce qu'il a envie de le donner. Et qu'il se réjouit du bonheur de l'autre, et que donc c'est pas du tout dans l'instrumentalisation qu'on est, mais dans un bonheur partagé, tout simplement. Hein, donc voilà, donc ici ça permet peut-être de relire ou de corriger un peu finalement des clichés que nous avons en tête entre ce qui est bien et ce qui est mal. L'égoïsme est toujours mal et l'altruisme est toujours bon. Ben, on vous dira ici avec la grille de lecture d'Aristote que l'altruisme n'existe pas. C'est une illusion, puisque même le plus altruiste des altruistes, évidemment, a
on l'espère pour lui en tout cas, un bonheur à l'être, évidemment. Et donc, il y a toujours cette dimension, évidemment, qui est présente. Donc, ça permet de négocier un peu les choses. Enfin, voilà, donc l'amitié, cette amitié qui n'est pas liée exclusivement au plaisir, qui n'est pas liée exclusivement à l'utile, est une amitié où, effectivement, il y a là un bonheur qui peut être vécu, hein, un bonheur pour lui-même, en vue de rien, le plaisir d'être avec une personne qu'on aime, qu'on apprécie, et quand on demande « et vous faites quoi tous les deux ?», on pourrait imaginer des situations où la personne dise « rien ». Alors à quoi ça sert de vous voir si vous ne dites rien ? C'est juste pour le bonheur, parce que le bonheur, hein, souvenons-nous de cela, c'est une idée forte d'Aristote, le bonheur n'est pas là pour quelque chose, le bonheur est une fin en soi. Et on peut là-dessus donc imaginer des situations où vous avez parfois des couples dans un restaurant qui mangent sans rien se dire, on se dit mon Dieu les pauvres, hein, ils n'ont plus rien à se dire, ça doit être ennuyeux. J'imagine qu'il y a des couples pour qui c'est effectivement l'ennui qui malheureusement a pris le pas, mais il y a peut-être des couples qui n'ont plus besoin de se parler. Et le bonheur d'être encore tous les deux là, de partager un bon repas, leur suffit. Et nous, on voudrait bien leur dire, mais oui, mais si vous n'avez plus rien à vous dire, à quoi ça sert, enfin. Mais il n'y a pas de à quoi ça sert, on n'est pas heureux pour quelque chose, c'est le bonheur d'être tout simplement l'un à côté de l'autre, l'un face à l'autre, et de vivre quelque chose ensemble, bien évidemment, qui est ici en jeu. Donc c'est vrai qu'il y a parfois des situations où le silence n'empêche pas une amitié ou un amour d'être vécu, et est une forme finalement d'accomplissement de cet amour ou de cette amitié, bien évidemment. Et donc, conclusion par rapport à tout ceci, on est parti d'une vision idéale du bonheur où c'est la perfection, hein, de l'acte et de l'objet sur lequel l'acte se pose. Hein, donc c'est la combinaison des deux qui assure le bonheur, mais tout cela c'est bien un idéal. Nous vivons malheureusement dans des circonstances concrètes qui nous éloignent de ce bonheur idéal. Et donc ce qu'Aristote nous propose, c'est à travers toutes les actions qui sont justifiées que nous menons, c'est d'essayer donc d'atteindre, en tenant compte des circonstances dans lesquelles nous sommes, d'atteindre la plus grande perfection possible, à défaut de pouvoir atteindre la perfection idéale que l'on avait décrite. Et donc cette perfection la plus grande possible, c'est la vertu, enfin c'est ce qu'on appellera la vertu ici, donc c'est le juste geste, étant donné les circonstances. Alors ce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que donc le bonheur finalement, qu'est-il ? Eh bien, il y a une jouissance effectivement de vivre des actions, de mener des actions, d'entreprendre des actions que l'on sait être justes. Donc plus on est convaincu que ce que l'on fait est juste, et plus on calcule bien son coût, et plus on voit que ça peut marcher effectivement, plus il y a une jouissance, et plus il y a un bonheur déjà là, dans l'activité que l'on entreprend, bien évidemment. Et puis, deuxième chose évidemment, c'est qu'en jouant ainsi, en essayant d'accomplir l'acte le plus parfait possible dans les circonstances compte tenu de ce que nous sommes en tant qu'individus, eh bien ce que nous faisons l'air de rien, puisqu'on l'a bien compris, comment nous devons réfléchir, nous devons calculer, nous devons essayer de trouver la voie, eh bien ce que nous faisons quand nous faisons une chose pareille, c'est accomplir notre nature, qui est quoi ? Qui est tout simplement à la fois le fait que nous sommes un être doué de plaisir et qui essayons d'éviter la souffrance. Enfin, on a corrigé un peu tout à l'heure, hein, on a montré que c'était un peu plus complexe que ça, mais n'empêche que c'est vrai que jusque dans le plaisir, dans le raisonnement que je vais faire, la réflexion que je vais avoir pour savoir comment mener ma vie, il y a donc un accomplissement là et donc une jouissance. Le plaisir devient jouissance de la vie. Et par ailleurs, évidemment, il y a le fait qu'on va accomplir sa raison, la prudence, la phronésis, la délibération, hein, pour essayer de savoir quoi faire, etc. Et plus on arrive à délibérer correctement, plus on arrive à calculer bien son coût, etc., eh bien c'est vrai que même dans le fait de délibérer avant même d'agir, il y a déjà là par conséquent un bonheur. Donc c'est vrai que non seulement on est dans l'action la plus juste, mais en étant dans l'action la plus juste, eh bien on est dans l'accomplissement de sa nature, en tant qu'être sensible, doué de plaisir et de souffrance, et en tant que comment être doué de raison, et par conséquent, eh bien, tout se tient évidemment. Donc le bonheur dans les circonstances dans lesquelles nous sommes est le plus grand bonheur possible, bien évidemment, le plus grand accomplissement possible de notre nature. Il y a une petite phrase que je voudrais lire, qui est une phrase connue, qui n'est pas d'Aristote, qui est de Spinoza, qui conclut bien, je trouve, ce genre de propos, même si Spinoza n'est pas un aristotélicien comme tel, mais enfin, bon, il connaît Aristote évidemment, et il y a des liens que l'on pourrait faire. Tout à la fin de l'éthique, donc la dernière ligne de l'éthique qu'il a écrite, il dit ceci,
Parce que c'est l'impression qu'on pourrait avoir, c'est que c'est quand même un peu ardu, il faut calculer, enfin le bonheur ça ne tombe pas tout seul, etc. Et il dit ceci, il dit si il est vrai, donc ce sont les dernières lignes, s'il est vrai, la voie que je viens d'indiquer paraît très ardue. Aristote pourrait dire ça, donc c'est pas évident de calculer son coût évidemment et d'être toujours dans le juste milieu. Donc s'il est vrai, la voie que je viens d'indiquer paraît très ardue, on peut cependant la trouver. Et ça Aristote le dirait aussi. Et cela, certes, doit être ardu, qui se trouve si rarement. Donc le bonheur est quand même difficile, évidemment. Car comment serait-il possible, si le bonheur était là, à notre portée, et qu'on pût le trouver sans grande peine, qu'il fût négligé par presque tous? Mais donc parce que la majorité des gens, évidemment, ne sont jamais dans le juste milieu, ils recherchent le plaisir pour le plaisir, ou bien ils sont dans d'autres errements, évidemment. Mais tout ce qui est très précieux est aussi difficile que rare. Et donc, j'aime bien cette citation, parce qu'elle rentre en résonance avec ce que dit Aristote, et qui pourrait nous décevoir peut-être. Mais là, nous devons interroger alors les raisons pour lesquelles on pourrait être déçu. Ce que disent aussi bien Spinoza que Aristote, c'est quoi? C'est que donc il faut arrêter de croire que le bonheur, c'est ce qui vient tout seul par facilité. Et d'ailleurs, on pourrait presque conclure ainsi, tous les auteurs que nous avons vus, aussi bien Épicure que Platon, les stoïciens et maintenant Aristote, tous ces gens-là, ce qu'ils nous montrent, c'est quoi? C'est qu'il y a une première illusion de laquelle nous devons nous déprendre, qui est donc de penser que le bonheur, c'est on fait ce qu'on veut comme on veut. Enfin voilà, le bonheur, c'est on me fout la paix, je jouis de la vie. Et puis, enfin, cette association d'images que nous avons, nous, aujourd'hui, en tout cas au XXe siècle, me semble-t-il, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, qui est d'associer le bonheur à l'absence de contraintes. Et ce qu'on découvre chez ces auteurs, ont-ils raison ou pas, ça chacun en jugera, mais tous, à la fois proposent des voies différentes, mais tous sont d'accord sur un point, me semble-t-il, tous nous montrent cela, c'est que curieusement le bonheur ne s'oppose pas à l'effort, à la discipline, à une réflexion, au fait de ne pas faire n'importe quoi. Ce qu'ils nous disent, c'est que quand on fait n'importe quoi, on est le jouet des événements et ça finit souvent par un fiasco. Donc c'est au contraire de reprendre son destin en main. C'est la première condition pour être heureux. Et en reprenant son destin en main, d'essayer de savoir, mais qui suis-je? Et en sachant qui je suis comme être humain, eh bien alors je peux savoir ce qui me convient. Et en sachant ce qui me convient, maintenant c'est de me battre pour essayer de l'avoir. Et curieusement, ce n'est pas tellement que du coup le bonheur devient le but de l'existence. En ayant fait tout ça, je serai enfin heureux un jour. C'est ce qui est curieux avec Aristote, c'est que c'est en faisant cela, donc non pas que je serai heureux un jour, mais c'est en faisant cela que je suis heureux. Quand bien même j'échouerai. Parce que même si j'échoue finalement dans mes projets, j'ai fait et j'ai essayé de faire ce que je suis appelé à faire comme être humain, c'est-à-dire que j'ai réfléchi, j'ai essayé de trouver des stratégies, voilà, donc j'ai essayé tout simplement donc, d'accomplir ma nature en tant qu'être sensible et en tant qu'être rationnel, bien évidemment. C'est l'idée classique finalement que dit Spinoza aussi, que comment le bonheur n'est jamais le résultat d'une action. Le bonheur, c'est l'action elle-même. Et donc tous ceux qui, pour le dire autrement, se disent le bonheur c'est ce qu'il faut essayer de viser, donc on va tout faire pour essayer d'être heureux, eh bien c'est la première illusion dans laquelle ils tombent, évidemment. Le bonheur n'est jamais la récompense de rien du tout. Le bonheur, c'est tout simplement donc l'acte par lequel on essaye d'être heureux. Souvenons-nous que le bonheur n'est pas un but, n'est pas une fin, c'est la fin qui est une fin à elle-même. Voilà, il y a un bonheur à essayer d'être heureux, et c'est là que se trouve le vrai bonheur, un peu comme toute une série de gens qui disent, une fois qu'ils sont arrivés au terme de leur vie, en tout cas une fois qu'ils ont vécu de nombreuses années, on se rend compte finalement, moi qui ai l'âge de récolter les fruits de ma vie finalement, je me rends compte que le moment où j'étais heureux, c'est pas aujourd'hui, où soi-disant je devrais récolter maintenant le bonheur qui devrait m'advenir, mais c'est quand j'étais en chemin, bien sûr. Si vous voulez, c'est un peu ça. Pour reprendre de nouveau une phrase de Spinoza, toujours à la fin de l'éthique, il dit ceci, la béatitude, donc le bonheur si on veut, le bonheur n'est pas la récompense de la vertu, donc de l'action juste, mais c'est la vertu elle-même. Voilà, donc le fait d'être juste, même si j'échoue dans mon projet, si je dois essayer de trouver quelque part du bonheur, c'est dans le fait d'avoir été vertueux, quelles que soient les conséquences de l'attitude vertueuse, bien sûr. Et donc voilà à quoi nous conduisent tous ces auteurs, qui peut-être permet de comprendre maintenant, par retour de balancier, tous ceux qui critiquaient le bonheur.
peut-être que tous ceux qui critiquaient le bonheur, effectivement, qui avaient une vision pessimiste, c'était les 3 premières séances que nous avons vues, mais ce sont des gens peut-être qui ont une fausse conception du bonheur. Ce bonheur qui devrait nous arriver comme par enchantement, comme récompense de nos actions. Et bien évidemment, de montrer que ce n'est pas toujours le cas, c'est facile. Enfin, c'est facile, je veux dire, c'est ce qu'on constate dans la vraie vie. Et peut-être que ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que le bonheur n'est pas dans la récompense, bien entendu. Que le bonheur est ailleurs, mais ça demande une éducation que peut-être ces philosophes-là n'ont pas eue, bien évidemment. En tout cas, si on veut donner du crédit à tous ceux que nous avons vus par la suite dans la 4e, 5e et 6e séance, bien sûr. Voilà comment on peut donc conclure sur cette question du bonheur. Donc une question qui reste difficile, mais où le bonheur ne s'oppose pas, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer, ne s'oppose pas donc à la fois à la souffrance de l'effort pour essayer donc d'accomplir notre nature, mais n'empêche que c'est curieusement dans cet effort que quelque chose comme le bonheur peut être vécu. En tout cas qu'un vrai bonheur peut être vécu.